J'avais dit à Papacito par story interposée que je commencerai ce live par des bruits d'hélico en référence au Buelos de la Muerte de Augusto Pinochet. J'ai cru que tu faisais du beatbox pour faire genre du scratch. Pour ceux qui n'ont pas la ref, en fait, Los Buelos de la Muerte, les vols de la mort, c'est une pratique du général Pinochet au Chili qui balançait les communistes par dessus bord dans des hélicoptères. Donc il prenait les communistes vivants et puis il les balançait par dessus bord. Certains diront que c'est de la légitime défense, d'autres diront que c'est des pratiques dictatoriales. Pour la petite anecdote, c'est l'armée française qui a commencé à faire ça en Indochine et en Algérie pour la première fois, et ensuite Pinochet a repris cette petite technique. Et puis j'allais commencer cette émission par te poser une question très intéressante, très pertinente, Baptiste. Mais tu sais que t'as même pas dit bonjour aux gens. T'appelles l'hélicoptère et t'es parti tout seul. Tout le monde attend encore que tu dises bonjour, bienvenue sur Radio Dixie, la voix de la Nouvelle-France. C'est vrai que je suis parti sur un autre style aujourd'hui. Je le dis à ta place. Bonjour à tous, merci d'être là. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que le Giza, il est en roue libre ce mardi. Merci à tous d'être présents au rendez-vous de Radio Dixie, la voix de Nouvelle-France. Bien. Alors, tu voulais commencer par me poser une question. Ça, exactement. Putain, quel professionnalisme, j'admire. Alors, un de mes abonnés, de mes contributeurs Patreon, voulait te demander, est-ce que c'est compliqué de lasser ses chaussures avec un tel physique ? C'est pas... Lasser ses chaussures, ça va. Ça va. Se couper les ongles de pied, c'est plus dur. Ah ouais, vraiment ? Non. Quand j'étais très gros, vraiment très balèze et tout, des fois, tu peux être un petit peu emmerdé, mais ça va parce que je travaillais beaucoup la souplesse pour le développer, que j'étais obligé de faire beaucoup de souplesse d'épaule, etc. Donc, ça va, ouais. Ok. Voilà. Et t'arrives à te laver le dos sous la douche ? Ou c'est chaud ? C'était la dernière. Bon, bah déjà, je voulais vous donner deux petites infos là. Je voulais vous balancer deux petites infos avant de commencer le live. Je voulais dire bravo aux Grecs qui ont réélu une droite conservatrice et libérale. C'est la même droite qui avait sauvé le pays avant qu'ils soient dans leur chute complète de socialisme, dans la catastrophe socialiste. Donc ils ont eu l'intelligence de voter pour des libéraux conservateurs une nouvelle fois. Et puis je voulais aussi vous dire que vous donnez des nouvelles de Bud Light. Vous savez, cette marque de bière américaine qui avait utilisé un modèle transgenre sur ses bières, alors que le marché ne s'attend pas du tout à ça. Et qui a coulé, du coup. Ils doivent racheter aux grossistes les invendus et les bières périmées, et les ventes continuent à souffrir avec un moins 26% au total. C'est énorme, ils ont perdu un quart de leur vente, tu te rends compte ? Putain. C'est monstrueux. Le marché... Mais tu sais que si une marque... c'est une belle démonstration quand même de la différence entre l'Amérique et le peuple américain et le peuple français dans sa façon de réagir, parce que si demain une marque de bière fait ça en France, je suis persuadé qu'elle perdrait 0% de vente. Ok. Les Français ne font pas ça. Je vais te dire pourquoi. Regarde, par exemple, tu connais combien de mecs qui appellent au boycott de Ben & Jerry's en France ? Personne. Ouais. Pourtant, il y a écrit « Welcome Refugees » sur les pots. C'est ouvertement... Tu vois ce que je veux dire ? Ah ouais. Nous, on fait pas ça. Même les Français, ils réagissent pas comme ça. Ils sont mous, ils s'en branlent, tu vois. Même sur les pots en France, c'est comme ça ? Comment ? Même sur les pots en France, c'est comme ça ? Ah, c'est que sur les pots en France. C'est que sur les pots européens qu'il n'y a pas ça aux États-Unis. Ah ouais, les pots Ben & Jerry's, c'est une entreprise du Vermont. C'est une entreprise américaine du Vermont. Ouais. Mais c'est que sur les pots. Ici, il n'y a pas. Et sur les pots européens, il y a écrit « Welcome Refugees ». Ah ouais, putain. Vermont, voilà. Qui est l'état de Bernie Sanders. Il y a un mec qui dit « Personne ne bouffe du Ben & Jerry's en France ». C'est la deuxième marque de glace la plus vendue, mais oui, t'as raison, personne n'en bouffe. Et puis, écoute, et qu'est-ce que je voulais te dire ? Je voulais vous dire, les gars, quelque chose que j'oublie toujours de faire, mais pour vous qui regardez la rediff sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. On a mis pas mal de petits extraits de l'émission de 1 minute, 1 minute 30, et on va continuer à en mettre. Donc, pour ceux qui ne peuvent pas voir toutes les émissions en entier, c'est une façon de voir les meilleurs moments. Et aujourd'hui, de quoi on va vous parler, les gars ? Premièrement, on va avoir un invité spécial du nom de Alexis.
Alors, c'est un bon pote de Baptiste, donc ça c'est cool. Et c'est un ancien inspecteur bancaire qui analyse l'évolution politique des programmes scolaires, la gauchisation des programmes scolaires avec une méthode très très précise. Donc, ça va être l'occasion de voir si c'est un mythe ou une réalité. Et Oui, ce qui est intéressant de l'avoir aujourd'hui, c'est justement ça. Tu as bien fait de le préciser, c'est que c'est un ancien inspecteur bancaire. C'est un ancien. Enfin, il a travaillé dans l'inspection bancaire. Il a aussi été auditeur financier. Et en fait, il est en train d'écrire un livre et de publier une étude. Il voudrait publier une étude, donc il en est bien avancé. Il nous dira où il en est exactement. Où en fait, il utilise ces méthodes d'inspection, donc les méthodes carrées, pour inspecter, entre guillemets, analyser l'évolution des programmes scolaires de façon vraiment neutre, rigoureuse, etc., comme il l'aurait fait tu vois, comme s'il était en phase de chiffres. Il utilise les mêmes méthodes qu'il a apprises dans son métier. Et donc, ça donne quelque chose de très neutre et de très factuel pour voir si, parce que c'est vrai qu'on est tout le temps en train de dire, ouais, les programmes scolaires, machin, enfin, tu sais, l'école se gauchise, etc. Mais quelle preuve on a de ça? Est-ce qu'il y a des chiffres? Est-ce que c'est vrai déjà? ouais, Ou est-ce que, parce que tu sais, comme les profs sont des gauchistes et tout, peut-être aussi que c'est un biais de notre part. des Il faut aussi perceptions. toujours se poser. Oui, c'est peut-être un biais de perception. Peut-être qu'on a l'impression, mais qu'en vrai, le programme en lui-même, il évolue simplement comme il évoluerait normalement et qu'il n'est pas spécialement, tu vois, idéologique. Peut-être que c'est la façon dont les professeurs le transmettent qui est idéologique, tu vois. Donc, il faut pouvoir remettre tout ça en question. Et tu sais que moi, j'aime les faits, j'aime les chiffres, j'aime les choses carrées. Donc là, ça sera cool de voir. Je ne connais pas la réponse parce que moi, je n'ai pas vu son étude encore, je ne sais pas où il en est, etc. Donc on va voir, mais je trouve que ça va être intéressant de voir où il en est et de comment il s'est débrouillé pour faire ça, quoi. Ça va être super intéressant pour vous présenter de quoi on va parler en deuxième partie d'émission. En fait, on va continuer sur l'éducation pour vous parler des lois au Texas et en Floride pour interdire l'enseignement LGBT dans les écoles. On va vous donner plus de détails là-dessus, mais c'est un excellent exemple de vous montrer comment les Américains, justement, dans ces États-là, luttent contre le wokisme, contre le socialisme, et ils en font certainement beaucoup plus que beaucoup d'entre nous. J'en fais un petit avant qu'on démarre, parce que je pense qu'on va commencer directement en faisant venir notre invité. Avant ça, je démarre par un petit truc, parce que c'est un peu une réflexion que je me suis faite, que je voulais partager avec toi. Alors là, je bois un Monster. En fait, c'est pas une pub ou un placement de produit, mais voilà, c'est un Monster. C'est pas vraiment une boisson énergisante, c'est un café glacé, tu vois. Mais de la marque Monster. Ça m'arrive assez souvent d'en boire. À chaque fois que je bois du Monster, que j'en poste encore en story, etc., j'ai tout un tas de complotistes qui viennent dans mes DM pour m'expliquer. Non, non, mais attends, ça te fait rire, mais il y a un truc à analyser derrière quand même. Moi aussi, au début, je me foutais juste de leur gueule. Il y a un truc à analyser derrière parce que c'est quand même un phénomène incroyable. Donc, qui viennent m'expliquer que c'est une boisson sataniste, ou alors j'ai le droit judéo-sataniste, sataniste, reptilienne, ou je sais pas quelle connerie, parce que le logo de Monster se serait inspiré des chiffres hébreux pour dire 666, blablabla, blablabla. Mais, mine de rien, à chaque fois que je le poste, je dois avoir, je sais pas, au moins, allez, facilement sur Instagram, peut-être 4-5 messages qui me parlent de ça. Et on sait bien que quand il y a un mec qui te parle, qui t'envoie un message, ça veut dire qu'il y a 100 mecs qui ont pensé le truc et qui l'ont Ouais. pas écrit. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une part de ma communauté qui sont des attardés mentaux. Je rigole. Qui sont Non mais il y a une part de la communauté qui est, disons, perméable à ce genre de conneries. Mhm. Et je voulais savoir si toi, c'était aussi un truc. Est-ce que toi aussi, tu avais une part de ta communauté qui croyait à des choses comme ça là? Est-ce que tu as remarqué ça ou pas? Ouais, mais de manière très très ponctuelle. C'est vraiment pas récurrent. Donc, je pense pas que ce soit une part significative, sincèrement. Non, c'est pas une part ni significative parce que tu sais, moi, quand je poste une story, je reçois 200 messages, donc il y en a que 4-5 qui me parlent de ça, c'est pas ça, mais c'est juste que c'est assez étonnant quand même, tu vois? Je veux dire, Ouais, après le truc c'est que la barrière, alors moi je suis pas du tout dans des délires complotistes comme tu peux les décrire aujourd'hui, mais je pense que la barrière entre, le complotisme, et la réalité, peut parfois être fine. On l'a vu notamment avec, le covid. Tous les gens qui étaient mais insultés de justement, mais complotistes. en fait, tu vois, beh, écoute, c'est intéressant de parler de ça et je pense qu'on pourra même faire un sujet sur le complotisme. C'est intéressant de parler de ça parce que justement, en fait, le gros problème, tu sais, la grande phrase, c'est de dire les complots, le problème avec les complots, c'est d'en voir partout ou d'en voir nulle part. Et en fait, les gens qui voient ce genre de complot débile, qui disent que ouais, Monster, c'est une boisson sataniste, blablabla, ce genre de mec-là t'empêche
en fait, de mettre, de mettre à jour de vrais complots, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que si, par exemple, tu critiques l'industrie pharmaceutique en disant, j'en sais rien, mais tu vois, en disant, par exemple, bah voilà, je pense que je te dis n'importe quoi, hein, voilà, disons que tu as un doute sur un vaccin ou un truc comme ça, sur un vaccin en particulier, tu vois, en disant, voilà, je trouve que voilà, ça a été mis trop tôt, machin. Tu te retrouves piégé, tu vois, et mis dans le panier des gros débiles qui disent le vaccin contre le tétanos, ça rend autiste. Non, mais c'est vrai, tu vois ce que je veux dire? C'est ça le Ouais. problème. C'est qu'en fait, tu te retrouves avec ces gens-là. Je Ouais. suis bien d'accord avec toi. C'est vrai que c'est Mais dommage oui, de mettre tout le monde dans le même panier tout le temps, quoi. ouais, voilà. Ben oui, c'est ça. Mais tu vois, du coup, le problème, c'est que des complotistes débiles, c'est qu'ils empêchent ceux qui pourraient mettre à jour de vrais, tu vois, Ouais. de vrais trucs de Ouais, tu vois, moi, ma se. position là-dessus, mec, c'est que je pense que je préfère qu'il y ait des complotistes débiles, mais qu'il y ait une vraie liberté d'expression, plutôt qu'il y ait un Mais c'est pas un contrôle problème de qui liberté brûle, quoi. d'expression, parce que c'est pas un problème d'avoir le droit de le dire ou de pas le dire. Le problème, c'est plutôt que des mecs de notre communauté pensent ça. C'est pas le problème qu'ils le disent. Le problème, c'est qu'ils y croient. Tu vois, c'est qu'en fait, ils nous tirent vers le bas, en fait, avec ce genre de considérations stupides. Tu vois, Ouais. non, mais si je te montre la conversation, je te l'avais envoyé la conversation? Non, je te l'avais pas envoyé, On j'en en ai avait un. parlé, au téléphone. Mais si je te montre la conversation que j'ai eue avec ce mec là-dessus, Ah là, parce qu'il y a un des mecs, je lui ai répondu, mais c'est dramatique, tu vois. C'est ah si, vraiment si, tu me dramatique. l'avais envoyé, en fait. Ouais, tu me l'avais Je envoyé te des l'avais screenshots envoyé, sur le là? chat, ouais, je Non, m'en mais tu rappelle vois, maintenant. Ah, enfin, c'était génial. Après, c'est. est-ce que c'est peut-être des jeunes aussi, tu sais, de 16, 17, 18 ans, ils sont encore en train de se former intellectuellement? Qui sait? Ce serait intéressant d'analyser cette, cette Peut-être communauté-là. que c'est vrai. Peut-être que tu as raison. Peut-être qu'ils sont juste jeunes et que, en fait, oui, parce que quand tu es jeune, ça s'entend, tu vois. Mmh. Au début, c'est vrai. C'est vrai. Et il faut espérer. Faut espérer que ce soit ça. Ouais, Bon, bref, on va pouvoir passer. C'était une petite, voilà, une petite digression. très bien. On va pouvoir passer. J'avais entendu une théorie comme quoi, les gens qui buvaient du Monster, ils frappaient leurs femmes. Ouais, ceux qui portent des débardeurs aussi, je connais. Je connais toutes les théories. Alors, Ouais, c'est n'importe quoi. c'est parti. On accueille Alexis. Salut Alexis, est-ce que tu nous entends bien? Je vous entends bien. Bonjour à tous. Bonjour à vous. Merci beaucoup Alexis d'être là aujourd'hui avec nous. C'est vraiment vraiment cool. C'est vrai qu'on parlait de ton projet. Tu m'as proposé d'en parler sur Radio Dixie. Je me suis dit mais carrément, ça peut être carrément une bonne idée parce que ça colle vraiment à un peu la thématique de l'émission et à ce qu'on essaye de mettre, c'est-à-dire de mettre des faits un petit peu et du réel sur l'idéologie. Est-ce que tu peux déjà succinctement te présenter ton background, etc. Ouais, pas de souci. Déjà, merci de m'inviter, de me donner cette résonance qui s'inscrit totalement dans le podcast, je pense. Donc, je m'appelle Alexis Grimaud, j'ai 29 ans. J'habite à Paris, donc je suis pas trop dans le thème de la Nouvelle-France, mais bon, on va dire que le domaine d'études s'y prête. Et voilà, j'ai travaillé principalement dans l'inspection générale bancaire, donc tout le milieu financier, bancaire. J'ai quasiment fait ça depuis ma sortie d'école, l'école de commerce. Et voilà, après, voilà, je te connais, Baptiste, depuis un petit Un moment petit déjà. moment, ouais, ouais, ouais. Et donc, t'as été dans l'inspection bancaire, tu as été auditeur financier aussi? Exactement. Voilà. Est-ce que c'est Ouais. des méthodes dans l'inspection et dans l'audit financier, est-ce que c'est un des milieux qui se rejoignent dans les méthodes de travail ou non, c'est très différent? Bien sûr, oui, le commissariat aux comptes et l'inspection financière sont des domaines de l'audit. Il y a une partie d'audit externe sur les commissariats aux comptes, donc chaque établissement, à partir d'un certain nombre de chiffres d'affaires, a l'obligation de se faire certifier les comptes pour les parties prenantes, les actionnaires, etc. Et l'inspection générale, on est dans l'audit interne. Donc là, on est sur la défense du groupe et non pas sur la certification des comptes. Mais vraiment pour voir si tout se passe bien dans le groupe sur différentes thématiques, que ce soit du législatif, du financier, de la finance de marché, etc. Ok, super. Donc, ça, c'est ta formation. Exactement. Et donc, tu t'en es servi pour un projet finalement extra-professionnel. Et donc, est-ce que tu peux nous le présenter? Tout à fait. Pour reprendre chronologiquement, brièvement, voilà, j'avais un intérêt grandissant pour l'histoire, donc je m'informais sur différentes sources et un jour je suis tombé j'étudiais la jonction entre les Mérovingiens et Carolingiens. J'ai décidé de lire un ouvrage de Georges Minois qui s'appelle Charles Martel. Donc on est sur la jonction entre les deux dynasties pour voir un peu la description des différentes passations, différentes jonctions. Et dans le prologue, Georges Minois s'exclamait en fait, enfin s'offusquait sur finalement l'appauvrissement des connaissances de l'histoire de France et sur l'éducation nationale qui vraiment essayait de faire disparaître certains personnages. Donc ça m'a un peu interloqué
je me suis dit, voilà, en fait, ce que vous disiez en introduction, est-ce que derrière, il y a du rationnel? Est-ce qu'il y a quelque chose de factuel? C'est-à-dire, est-ce que factuellement, il y a des parts de l'histoire qui sont supprimées du programme, mais de façon volontaire, quoi? Pas juste Exactement. parce qu'il faut bien. Parce que pour qu'on comprenne, un programme scolaire, tu es obligé de sélectionner. J'imagine qu'on peut. Tout à fait. L'histoire de France, si on revient. Parce que quand on dit l'histoire de France, en fait, on parle de 4000 ans de civilisation, puisqu'on parle de la pré-France. Enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais voilà, on parle de l'époque gallo-romaine, on parle de la Gaule, des Francs, C'est les etc. c'est les premiers rois du Moyen-Âge, les Mérovingiens, si je me trompe pas. Exactement. Ouais. Oui, mais on peut même revenir avant quand tu veux faire de l'histoire complète. Si tu veux comprendre la formation du pays, il faut aller dans l'Antiquité, il faut aller voilà, dans l'Empire romain, etc., les invasions francs, etc. Donc évidemment qu'il faut sélectionner et que voilà, après, tu peux aller dans un cursus d'histoire en études supérieures pour réussir à faire peut-être plus, tu vois. Donc il faut sélectionner. Mais la question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a une sélection qui est pratique ou est-ce qu'il y a une sélection qui est idéologique? Exactement. Mais tu as vraiment mis le point sur quelque chose, c'est tout l'enjeu. Concrètement, l'enjeu, enfin, pour être un peu plus opérationnel, enfin, sur la thématique générale, déjà, j'ai voulu regarder l'évolution de l'apprentissage de l'histoire de France au collège. Donc, le collège, c'est l'instruction obligatoire, donc c'est le socle commun que tout citoyen français est censé, sauf exception, disposer. Donc, je suis pas allé sur le lycée où il y a des spécialisations, et même maintenant, on peut supprimer l'histoire ou les maths. Donc, j'ai enlevé le lycée, j'ai regardé le socle commun du collège qui est censé parcourir l'ensemble de l'histoire de France. Et pourquoi pas avant le collège? Petite parenthèse. Alors, c'est très intéressant. Il y a la primaire, par exemple, où on évoque, sur les 2 dernières classes de primaire, CM1, CM2, on balaye l'histoire de France assez rapidement. On y reviendra peut-être après, Ok. mais c'était pas intéressant puisque les souvenirs du primaire, c'est très, très succinct. On est très tributaire des profs, parce que c'est pas quelque chose de fondamental dans l'apprentissage. Et voilà, vraiment, là où on commence l'apprentissage de l'histoire, on reprend au collège, Ok. même s'il y a quelques particularités. En sixième, on repart avec l'Antiquité pour ceux qui ont le plus de souvenirs avec la Mésopotamie, le croissant fertile, l'Égypte, etc. Donc, toi, ton étude, elle se focalise sur la période de la 6e à la 3e, le collège. Exactement. Sixième jusqu'à la troisième. En termes de période, j'ai pris en début la Libération, donc 1945, jusqu'à aujourd'hui. Putain. Donc voilà. Concrètement, c'est ce que j'ai fait avec l'approche d'inspection bancaire. Ou en tout cas, on va dire que je ne fais pas une inspection. La méthodologie. La méthodologie de l'inspection bancaire, en tout cas l'esprit, parce que c'est pas duplicable tel quel. Mais concrètement, qu'est-ce que j'ai adopté comme posture? C'est d'une part porter un diagnostic sur un dispositif, donc à savoir les programmes, qui les fait, etc. D'être le plus factuel possible, parce que en inspection bancaire, on a l'obligation d'être le plus factuel possible. C'est une obligation déontologique et même pour l'exercice du métier. Et puis même dans les méthodes de travail, les phases de test qu'on fait dans le milieu financier, même les phases de formalisme, et j'ai essayé de concevoir le travail et l'approche comme un inspecteur, avec un œil nouveau. Et j'ai d'autant plus voulu adopter ce positionnement puisque je ne suis pas historien de base, j'ai une formation financière, et essayer d'avoir un œil neuf, un diagnostic sur un dispositif autre. Voilà vraiment l'approche que j'ai endossée. Alors, moi, ma première question avant d'aller dans justement ta méthode de travail, etc., c'est que j'imagine que la première grande partie de ton travail, c'est la documentation, parce que Oui. pour étudier les programmes, encore faut-il y avoir accès. Comment tu as fait et sur quoi tu te bases pour dire un programme? Est-ce que c'est les livres? Est-ce que c'est le livre d'histoire qu'on a tous eu? Parce que tu sais, au début de l'année, on te fait acheter un livre. En plus, tu le payes, je crois, ou tu le loues. Je me rappelle même plus comment c'est. Moi, le collège, c'était loin. Donc, en tout cas, tu as un livre. Est-ce que c'est là-dessus que tu t'es basé? Est-ce que c'est sur le programme, c'est-à-dire ce qu'on donne aux professeurs? Et surtout, comment tu y as eu accès à ceux, par exemple, tu nous parles de la Libération. Comment tu as fait pour trouver ça? Exactement. Il y a eu, alors, sur toute l'étude, j'ai eu beaucoup de limites, beaucoup de problématiques. Sur les programmes, alors ceux qui sont post-internet, on va dire, c'était facilement consultable sur les sites de l'éducation nationale. Donc concrètement, dans les années 2000, même fin 90, j'ai eu accès assez facilement. Et après, je me suis appuyé directement sur les manuels où, pour la quasi-majorité, j'ai pu retrouver au début du manuel l'instruction, le journal officiel dans lesquels les programmes y étaient. Ah, super. Donc, tu as des manuels qui datent d'avant Internet. Exactement. Tu en as en ta possession, je veux dire physiquement ou de manière numérique. Tout à fait.
Voilà, concrètement, évidemment, je peux encore aller plus loin pour, peut-être que j'y reviendrai un peu après sur, le caractère opérationnel sur la partie qui est consacrée vraiment au manuel. D'accord, d'accord. Moi, j'avais une petite question par rapport à ça. Tu as eu combien de manuels différents au total? Tu as réussi à mettre la main sur combien de manuels? Alors j'en ai plus d'une cinquantaine. OK, c'est déjà pas mal. Putain. Cinquantaine sur 80, 90 environ depuis la Non, non, en gros, en termes de programme, donc je vais te détailler maintenant. Pour chaque nouveau programme entre 45 et 2015, qui est le programme en vigueur, on va dire tous les 10 ans, il y a eu un nouveau programme. OK. Il y en a eu une petite dizaine pour donner un ordre d'idée, c'est pas le même cadencement. Donc il y a eu 10 programmes, donc sur 4 classes, il y a environ 40 manuels à acquérir. Et j'en ai acquis un peu plus puis pour faire des doublons, faire des comparaisons entre éditions, etc. J'ai essayé d'acquérir un peu aussi dans les années 20 pour faire un benchmark un peu plus gros. OK. Donc voilà, en gros, une bonne cinquantaine de manuels. Mais ça veut dire que sur chaque programme, sur les 10 programmes qu'il y a eu entre 1945 et 2015, tu as au moins une documentation de chaque programme. Exactement. C'est quand même bien. C'est quand même très, très bien. C'est largement suffisant. Ouais. Chaque nouveau programme, j'ai fait l'acquisition des 4 classes, des manuels de 4 classes. Une des limites était évidemment les éditions, puisque j'ai pas répliqué pour chaque programme et chaque classe les 3 éditions Belin, Oui. Hatier, sinon j'aurais eu 600 manuels. Mais est-ce qu'elles se ressemblent Est-ce qu'il y a des grosses différences entre les éditions ou est-ce que de toute façon c'était Alors justement, j'ai fait l'acquisition sur certains programmes, j'ai pu avoir des doublons et j'ai fait des comparaisons et il n'y a pas vraiment ce qui me semblait être une limite. N'en est finalement pas une puisqu'elles se ressemblent très fortement entre Belin, Hatier, les occurrences, en tout cas on verra plus tard. Il n'y a pas une grosse variation entre les occurrences. Ce que tu décris là, ça a l'air d'être des milliers d'heures de travail. Ouais, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Et voilà, je me le suis tous farci. Peut-être pour détailler un peu mon plan de travail, si vous n'avez pas d'autres questions, il s'est découpé en trois grandes parties. Enfin, peut-être on verra un peu plus tard. La première partie, c'est vraiment sur le processus d'élaboration, donc savoir qui sont les parties prenantes, qui fait les programmes. Est-ce que c'est le ministère? Est-ce que c'est des corps d'enseignants? Quel est le circuit d'élaboration des programmes? Entre 45, sur le sortie de guerre avec notamment les débuts avec De Gaulle, et maintenant qui fait les programmes, qui sont parties prenantes, et surtout j'ai essayé de voir à quel point l'exécutif intervenait directement dans le programme. Est-ce qu'il demandait à ce qu'il y ait des intégrations directes dans le programme au lieu que ça passe par les corps d'experts, etc. C'est bon ça. Il y a eu beaucoup de variations entre les différentes années? Bien sûr, oui, le chemin de production, on va dire, a beaucoup changé au fil des années. Ouais. Putain. Il y a eu des corps d'enseignants, maintenant c'est le Conseil supérieur des programmes qui fait il y a le ministre, le Conseil supérieur des programmes, et puis après il y a différentes parties prenantes qui interviennent. En 45, ça veut dire que pour que j'essaye de résumer un peu ta pensée, pour être sûr de comprendre et que tout le monde comprenne, ça veut dire que aujourd'hui, pour le dernier programme en 2015, c'est pas les mêmes officines qui ont pris les décisions du programme que celles qui le prenaient dans les années 60 ou dans les années 50. Non, ça a changé. Ça a changé, d'accord. Globalement, il y a forcément, tout à fait. Globalement, il y a forcément un corps intermédiaire. Donc, c'est finalement le ministre de l'Éducation nationale qui demande un nouveau programme. Et il y a un corpus, un conseil qui forme un groupe d'experts qui élabore le programme. Et dans ce groupe d'experts, la composition change évidemment. Mais ça, c'était aujourd'hui. Ça, c'est comment ça fonctionne aujourd'hui. Et à l'époque, qui décidait des programmes? Alors, il y a eu d'autres parties prenantes, je n'ai plus les noms exactement, mais en fait, ce sont des corps différents qui évoluent à chaque fois. Il y a des réformes avec d'autres acteurs qui viennent, et ça n'a pas toujours été la même. Ok. Les mêmes corps d'experts. Très bien. Ok. Alors là, t'en es. Alors moi, si mes infos sont bonnes, t'as pas totalement fini cette étude. Non. Tu dirais que tu as combien de pourcentage de travail là? Environ 70-80%. Voilà, c'est encore une étude en cours de réalisation, donc tout ce que je dis évidemment c'est encore en cours de constat. J'ai déjà beaucoup de résultats que je vais partager aujourd'hui, mais c'est encore en cours de réalisation. Je suis en pleine recherche, documentation, donc en plus des manuels évidemment, je me documente aussi sur des écrits annexes, des personnes qui analysent également les programmes scolaires. Et donc, je sais pas si c'était clair, mais l'objectif, c'est d'en faire un livre que tu as envie de faire éditer. C'est vraiment d'en faire un document que tu vas pouvoir partager de manière commerciale. Exactement. Voilà, je voulais faire un peu ça dans mon coin, et puis plus ça avance, plus c'est quelque chose de structuré et construit. Donc je pense que ça a beaucoup à apporter sur des éléments factuels d'une évolution finalement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de discussions sur l'éducation nationale, sur son évolution, sur
la décrépitude, la décadence, etc. Donc, j'essaye d'apporter du factuel. Et dans l'écrit final, il y aura également une fonction pédagogique. Donc, quand j'aborderai des éléments de l'histoire, je recontextualiserai, parce que ça peut paraître un peu rébarbatif sur certains noms, sur certains faits, certaines batailles, etc. Donc, je recontextualise, et puis après, j'apporte l'évolution factuelle que j'ai pu observer. Donc, ouais, moi, je t'ai toujours encouragé, depuis que tu as démarré cette étude, à justement, quand j'ai vu comment ça évoluait, comme a dit Guise, à en faire un produit fini, c'est-à-dire un produit consommable, parce que je pense que vraiment, je pense que ça peut être très, très intéressant pour le grand public. Donc moi, je t'encourage, quand tu auras fini tout ça, et on parle de ça avant de passer sur tes conclusions, etc., ou tes observations plutôt. Mais quand tu en auras fait des conclusions, etc., quand le produit sera terminé, je t'encourage, et j'encourage d'ailleurs les potentielles maisons d'édition, etc., qui nous regardent, à prendre contact avec toi. Si vous voulez contacter Alexis directement, que vous voulez vous intéresser à ce que ça intéresse à son travail, voilà, ou peut-être l'éditer ou quoi, voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Ouais. Petite parenthèse chat, on a eu beaucoup de messages assez intéressants. Je pense que tu devrais mettre ta gueule. Tu le vois le chat, Alexis, ou pas? Oui, je jette un œil. Ouais. Ok, parce que les gens t'apprécient beaucoup. Hein. Je sais pas si tu as remarqué, il y a beaucoup. c'est très populaire dans notre chat. Ouais, j'allais dire que tu devrais mettre ta gueule sur le livre, parce qu'on a la moustache de Hussard, ce Tchad, cette moustache de Tchad français, un petit air de Don Fry. On a aussi je le vois plus là, mais c'est. J'ai vu que c'était un poilu. J'ai vu qu'on a 60 millions d'Alexis, on conquiert le monde. Enfin, j'ai vu pas mal de choses comme ça. Une gueule de Première Guerre mondiale, comment est-ce qu'on fait pour le cloner? J'en profite aussi pour remercier Hugo Fay Premier, qui a offert un abonnement à la communauté. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire si vous le voulez, offrir des abonnements. Et c'est là la cote, la canette je le rappelle avant qu'on aille plus profondément dans le travail d'Alexis, que vous pouvez vous abonner, vous pouvez soutenir financièrement Radio Dixie, notamment pour le Guise qui fait tout le travail sur cette radio et qui a un travail à côté, parce que lui, il ne le dira pas, donc je préfère le dire. Je rappelle que le Guise, ce n'est pas son boulot principal, qui fait ça avec son argent perso, son temps sur son temps perso, etc. Donc, si vous voulez le soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, à offrir des abonnements. Ça vous donne l'occasion d'utiliser nos petits emojis personnalisés, les Bernard Lugan, les Don Fry, etc. etc. Ouais, et puis nous, ça nous permettra ça permettra au Guise de faire peut-être évoluer l'émission au niveau matériel, etc. Enfin, tout ça, quoi. Donc, génial, merci mec. Et puis, je pense qu'on va on a des nouvelles places pour des émoticônes. On va faire une émoticône Alexis. Ça pourrait être rigolo. Ah ouais, bonne idée. Ça va être génial. Bonne idée. Il y a Sbenga26, un de nos abonnés, qui nous dit un programme scolaire centralisé, c'est la chute du niveau. C'est Trump qui a déclaré ça. On va pouvoir en discuter en deuxième partie d'émission. On va continuer sur le travail d'Alexis. Avant de nous-mêmes un petit peu extrapoler dessus, ça va être intéressant de voir, parce qu'en fait, on dit tout ça, mais pour l'instant, peut-être que finalement, on se fait des films aussi. C'est-à-dire qu'en fait, comme j'ai dit, il faut toujours être capable de remettre en cause son... Je ne sais pas si tu as regardé l'intro que j'ai faite de ton travail, Alexis, avant que tu sois en ligne, mais il faut qu'on soit toujours capable de remettre en cause aussi nos convictions personnelles. D'accord ? On n'est pas à l'abri d'un biais cognitif. On n'est pas à l'abri d'être influencé par le fait qu'on ait eu des profs gauchistes, parce que ça... Tout le monde a pu observer qu'ils existaient, etc. On le voit, puis ça, c'est factuel, puisqu'on le voit bien dans le vote des profs, etc. Donc, on voit que les profs du public sont placés à gauche. Donc, peut-être que c'est aussi eux qui nous ont fait percevoir le programme comme étant gauchisant, alors que peut-être que le programme en lui-même ne l'est pas. Peut-être que l'évolution du programme, elle est pragmatique, elle est factuelle, et peut-être qu'elle n'est pas, finalement, pas tant idéologique que ça. Alors... Quelles sont les premières constatations que tu as pu faire dès que tu as commencé à faire des constatations, et par quels moyens tu as pu constater des changements dans le programme scolaire? Alors, plusieurs moyens. Déjà, je te rejoins tout à fait sur... j'ai voulu adopter un point de vue objectif, toujours dans la même démarche, même si c'est très compliqué avec l'histoire, parce que finalement, c'est très maniable, c'est très friable comme matière. On ne sera jamais objectif à 100%, mais j'ai voulu l'être le plus possible. Oui, c'est pas des mathématiques ou des choses comme ça, quoi. Exactement. Et donc ça, je l'ai développé dans la deuxième et troisième partie. La deuxième partie, elle regarde typiquement ce que tu disais au début, les différents programmes. Je les ai mis côte à côte et j'ai regardé quelles étaient les apparitions, parce que typiquement en 1945, il n'y avait pas la guerre froide, il n'y avait pas la guerre d'Algérie, il n'y avait pas mai 68, il n'y avait pas la 5e République. Donc il y a des nouveaux éléments qui sont arrivés. Et qu'est-ce qui a été diminué, qu'est-ce qui a été enlevé? Ça, c'est la thématique de la deuxième partie. La troisième partie, la dernière, celle qui a pris le plus de temps. Donc là, j'ai bâti une méthodologie
je l'ai appelée la méthode quantitative. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acquis l'ensemble des manuels, ce qu'on parlait au début. Je les ai tous lus. J'ai pris 230 occurrences. Donc, une occurrence, c'est un souverain, Louis I, Louis II, Louis III, etc. Les batailles, les traités, les éléments importants. Donc, 250. J'ai fait un grand tableau et j'ai regardé pour chaque manuel, chaque programme, combien de fois ils étaient cités. Typiquement, Louis I en 6e est cité X fois en 45. En 55, il est cité X fois jusqu'à aujourd'hui. Donc, j'ai regardé, j'ai fait un grand tableau, une grande matrice et j'ai regardé les différentes évolutions de tous les souverains, toutes les batailles, toutes les occurrences que j'ai pu lister. Ok. Ces occurrences, tu les as récupérées en lisant les programmes ou tu as utilisé des outils? Alors, bon, sur les souverains, j'en ai pris la quasi-majorité chronologiquement. C'était très facile. Les principales batailles. Et après, évidemment, ça a été itératif sur les premiers manuels, les éléments structurants. Donc, ça a une part de, il n'y aura pas de subjectivité, mais typiquement, tous les grands faits, tous les faits majeurs ou souverains ou acteurs, même, on parle des éminences grises, les régentes, etc. J'ai tout intégré aux occurrences pour avoir un maximum de, Donc, tu es vraiment de passé à travers tous les programmes, quoi, un par un. Oui, et puis de toute façon, Exactement. Guise, ta question, c'était de savoir si elle avait utilisé des automatismes informatiques L'intelligence pour retrouver. artificielle ou des choses comme Tu ça. peux pas, tu peux pas, puisque les manuels, ils les ont en physique. Donc il faudrait d'abord qu'ils numérisent tous les manuels pour faire ça. Finalement, en fait, ils perdraient du temps avant d'en Ouais, ça gagner. va. Ouais, exactement. Et au-delà de ça, je ne sais pas s'il est pertinent de rentrer dans le détail, mais j'ai été confronté à énormément de limites. Typiquement, Charlemagne a fait ça. Il a mené cette bataille. Est-ce que les pronoms personnels, je les intègre? Est-ce que les occurrences dans les cartes, dans les documents, je les intègre, etc. Donc, j'ai bâti une méthodologie avec des occurrences nettes et brutes. Bon, tout ça, je l'explique dans l'analyse. Je ne sais pas s'il est vraiment pertinent de mon Ouais, ton c'est de pertinent, ouais. Oui, mais donc l'intégrer. finalement, tu as essayé de prendre en compte tous ces facteurs pour J'ai pris la justement totalité. pas que ce soit biaisé. Pour être tout à fait honnête, tout ce qui était occurrence dans la leçon, c'était des occurrences nettes, ce qu'il appelle de catégorie 1. Et tout ce qui est autre occurrence, les frises chronologiques, les documents, les dessins, les cartes, les exercices, les questions, etc., tout ça, c'est en catégorie 2. Donc j'ai fait 2 catégories, mais l'ensemble est comptabilisé. Ok, génial. Est-ce que tu as pu comptabiliser aussi, par exemple, la longueur des chapitres, la longueur des paragraphes par rapport à un personnage historique? Par rapport à un personnage historique, pas Par rapport à une forcément. période, peut-être? Exactement, par rapport à une période, c'est l'objet de la partie 2. Pour être tout à fait honnête, c'est celle sur laquelle je suis majoritairement en ce moment. Ok, super. Bah, ça a Et l'air. alors, c'est- parce que moi j'ai envie de savoir, oui. alors, une dernière question avant qu'on ait, parce que là on met le suspense, mais une dernière question, parce que il y a un truc très intéressant auquel j'avais pas pensé, parce que bah, je suis sûrement beaucoup plus idiot, mais moi j'avais pas pensé au fait que, évidemment, l'histoire évolue, même entre 45 et aujourd'hui, il y a énormément de choses. Donc, Tout à fait. quand un nouveau sujet arrive et qu'il faut l'intégrer, parce que c'est important, enfin, en tout cas, que la personne enfin, en tout cas, que des gens ont décidé que c'était important de l'intégrer ou pas, il y a quand même un temps d'apprentissage limité. Donc, un nouvel sujet veut dire aussi un sujet supprimé, forcément. Donc, ça veut dire que quand on met la guerre d'Algérie, ou qu'on met la guerre d'Indochine, qu'on met ce genre de choses, ou le 11 septembre, ou des choses qui sont des sujets éminemment importants, sans être idéologiques, etc., qui ont vraiment changé le monde ou l'histoire de France, on est obligé de supprimer des choses. Comment tu fais? Est-ce que tu vois à chaque fois ce qui a été supprimé, ce qui a été... Comment ça se passe, ça? Extrêmement dur. C'est une des parties les plus difficiles. Alors, il y a 2 choses. Je pense que, en remarque préalable, c'est d'autant plus difficile puisque, premièrement, les volumes ont drastiquement baissé. Typiquement, un manuel de 47, le programme de 47 représentait 314 pages. Le programme d'aujourd'hui, on est à 130 pages, sachant qu'il y a Ah beaucoup oui. plus d'illustrations. Ah oui. Donc là, on est Ah ouais. environ un ratio de 1 tiers. À niveau texte, Ok. c'est un tiers du texte qu'il y avait. Mais pourquoi? Parce que les temps d'apprentissage consacrés à l'histoire étaient plus importants en 47 qu'aujourd'hui? Ils ont un peu baissé. On est passé de, alors j'ai plus exactement les chiffres, mais on n'est pas de l'ordre de 1 à 3 par contre. On a Alors, une diminution. oui, alors qu'est-ce qui explique ça? C'est la capacité, peut-être la capacité intellectuelle des élèves à retenir aussi aujourd'hui, Ça non? rentre pas dans le domaine de l'étude, mais pour le coup, le constat est qu'il y a une diminution du volume d'apprentissage. Ok. Donc, il y a une Donc, il y a moins de capacité. rigueur, moins d'exigence envers les élèves. Ce n'est pas dans le domaine de l'étude de dire qu'il y a une déficience du quotient intellectuel général des jeunes générations depuis 1947. Je vais en profiter pour donner un petit commentaire qui m'a bien fait marrer. Gauthier 1908, on balance Alexis dans le Donbass, dans 5 minutes, c'est l'armistice.
Et donc, vas-y, alors continue. Continue. Je disais que tu me disais que c'était très dur de savoir justement parce que Exactement. qu'est-ce qui a été remplacé parce que déjà le volume général Tout du à fait. coup avait baissé. On est passé d'un rapport d'1 sur 3, il n'y a plus qu'un tiers de manuels. Donc En termes de matière. est-ce que ça veut dire moins de sujets abordés ou est-ce que ça veut dire des sujets abordés de façon plus succincte? Il y a les deux. Pour être tout à fait honnête, il y a les deux. Et c'est d'autant plus difficile d'identifier qu'est-ce qui a été retiré puisqu'il y a une diminution générale des apprentissages. Dire typiquement que la guerre froide a été intégrée au détriment de la guerre de 100 ans, des croisades, etc., c'est très compliqué de l'identifier. Je pense que c'est même pas identifiable. D'accord. Voilà. Mais pour autant, j'ai quand même analysé les différentes diminutions et les différentes augmentations, ou les différentes apparitions. Ah ouais, c'est ça qui est bon. En gros, Ça veut dire que c'est ça, c'est l'évolution de chaque sujet qui est intéressante en fait. oui. Exactement. Ça veut dire que, par exemple, quelque chose qui peut être factuel, c'est sur un sujet, sur un sujet, tu peux savoir s'il y a une diminution de temps d'apprentissage consacré à ce sujet, si elle est finalement supérieure à 1 sur 3. Parce que tout ce qui est du domaine de on en parle 3 fois moins, ça veut rien dire parce que finalement on parle 3 fois moins un peu de tout. C'est ça? Exactement. C'est quand ça dépasse ce ratio qu'il y a peut-être une conclusion à avoir ou pas? Exactement. Alors dans les occurrences vraiment à la dure en termes de nombre, dès lors qu'une occurrence diminuait, j'ai essayé de prendre en compte la proportionnalité. Alors évidemment, on est sur quelque chose de très terre à terre en termes de nombre d'occurrences et c'est un peu froid comme approche. Mais j'ai pris en compte la proportionnalité évidemment. Quand il y a 100 Charlemagne en 47 et qu'il y en a 30 aujourd'hui, je considère que l'évolution finalement, il n'y a pas une diminution en termes de Proportion. de mise en avant du personnage, c'est plutôt une diminution qui suit la diminution du volume d'apprentissage. D'accord, ok. Alors, quelles sont, maintenant on peut le passer, on peut le dire, quelles sont tes premières conclusions? Est-ce que tu as des exemples précis à nous donner? Déjà, j'ai envie de demander, toi, personnellement maintenant, à la lumière de ton travail, de là où tu en es, est-ce que tu as l'impression qu'il y a des suppressions ou des changements de programme qui sont idéologiquement orientés ou tu penses qu'on ne peut pas dire ça? Il y en a qui sont idéologiquement orientés, il y en a qui sont affichés même, enfin, il y en a qui sont délibérés. Ah, il y en a qui sont assumés, tu veux dire? Bien sûr, oui. D'accord. Des exemples Comme quoi, par à ce exemple? niveau-là? L'exemple le plus probant, c'est évidemment la loi 2001 Taubira, qui exige, même dans la loi, c'est l'article 2 de la loi qui oblige, hein, je peux peut-être le citer, l'article qui cite l'article 2 de la loi 21 mai 2001, les programmes scolaires accorderont à la traite négrière et l'esclavage la place conséquente qu'ils méritent. Donc là, on a une apparition des traites, on n'a même pas une apparition, on a une augmentation du volume consacré aux traites négrières. C'était quelque chose qui était étudié évidemment dès 45, le commerce triangulaire, etc. Ça fait partie de l'histoire et on l'aborde. Mais on voit de manière significative l'augmentation du volume de cet aspect-là de l'histoire. Ok. Et est-ce qu'il parle un peu de la traite arabe négrière ou pas du tout? Alors justement, en fait, là, c'est un peu spécial comme sujet puisque sur les derniers programmes, ils en parlent moins. Est-ce que c'est par patriotisme, plutôt d'aborder l'histoire de France plutôt que d'autres histoires? Je pense pas. Ou bien de la mettre en avant? On sait que Madame Taubira, voilà, voulait pas trop qu'on parle de la traite orientale. Voilà. Tantôt, dans certains programmes, elle est abordée, et dans le dernier programme, elle n'est quasiment plus abordée. C'est plutôt le commerce triangulaire qui est abordé. Alors évidemment, Ah ouais. Alors le commerce triangulaire, c'est 3 siècles, c'est rien par rapport à l'ensemble des traites négrières qu'il y a eu dans l'histoire. tout à fait. Tout à fait. Alors, est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets? Oui. Peut-être par ce que j'ai fait dans l'étude, c'est que j'ai procédé par ordre chronologique. Alors, j'ai recontextualisé à chaque fois, comme je disais, sur la dimension pédagogique. Je vais faire par chronologie. Donc, on repart à l'Antiquité, comme disait Baptiste, sur les prémices de la France. Donc, on n'est pas du tout dans la France, mais dans la Gaule. Vercingétorix, typiquement, n'apparaît plus dans les programmes de 2015. Le dernier programme est 2015. Et c'est que depuis ce programme-là qu'il y ait plus. Que depuis ce programme-là qu'il n'y ait plus. Il n'y a plus du tout Vercingétorix? Ah ouais. Il n'y a plus Vercingétorix. Incroyable. Ah oui, il n'y a plus la reddition de la Gaule face à Rome, etc. Plus rien. Non. C'est incroyable quand même. On a la guerre des Gaules qui apparaît de manière succincte, mais sur le côté Rome, les conquêtes de Rome.
Il n'y a plus la bataille de Gergovie, la bataille d'Alésia n'est plus une occurrence de catégorie 1, donc brute dans le texte. Elle apparaît une fois dans le manuel sur une frise chronologique qui ponctue l'évolution de l'histoire de France. D'accord. Putain. En termes de mérovingiens, je pense que c'est ce qui m'a le plus surpris, ce qui m'a le plus frappé dans l'étude, c'est que c'est une véritable hécatombe dans les mérovingiens. À titre d'illustration, sur Vercingétorix, il était cité 11 fois dans les années 40 et 50. Donc il y avait quand même un volume où il était vraiment important. Combien il était cité? Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout de savoir combien il était cité. 2 fois, il était cité, par exemple, dans les années 90. C'est-à-dire post-guerre d'Algérie, post-chute du mur de Berlin, tu comprends? C'est-à-dire après des gros éléments qui ont été importants de mettre dans le programme, et donc forcément, comme on l'a dit, peut-être au détriment d'autres choses, à ce moment-là où on n'était pas encore, en tout cas, j'ai pas totalement l'impression qu'on était encore, tu sais, dans le wokisme, etc., l'éducation. À ce moment-là, combien de fois il était cité, quoi? Enfin, est-ce qu'on en parlait? Est-ce que déjà il y avait un passage dédié, quoi? Bien sûr. Années 70, il était encore présent 3 fois. Années 60, on a 9 fois. 95, encore 5 fois. Donc, il est quand même resté assez longtemps. Moi, il me semble que nous, on l'a étudié. Hein. Ah, Enfin, moi, j'ai c'est sûr et certain. souvenir de l'avoir Années fait au 90, collège. Tout à fait. Donc en 95, il était encore cité 5 fois. Donc il était quand même présent au sein des manuels scolaires. Okay. C'est assez nouveau en fait. 2015, nous on l'a pas vu. Donc pour nous, ça nous paraît. Finalement, on voit encore Vercingétorix, les Gaulois, etc. qui sont appris. Mais c'est assez récent finalement que l'histoire de la Gaule diminue. Putain, c'est incroyable. C'est vraiment choquant. Vas-y, attends, parce que tu nous as dit que ce qui t'avait choqué plus que ça, c'est les mérovingiens après. Justement, par rapport aux mérovingiens, juste pour donner une petite image aux gens, c'est Clovis, c'est les Clotaires, c'est Dagobert même. Donc, exactement. c'est à ce niveau-là. C'est exactement ça. Eh oui, c'est juste avant les Carolingiens. Exactement. Oui, pour contextualiser, c'est Clovis. Donc, je pense qu'on l'a vraiment tous étudié au collège, ou au moins on le connaît tous. Dans les années 40-50, il était cité une trentaine de fois. Et aujourd'hui, il n'a pas apparu dans le manuel que j'ai acquis. Quoi? Pas une seule fois. Zéro. Comment ça? C'est drôle, mais c'est triste. Non, attends, c'est... Aujourd'hui que... ça me paraît fou. En fait, ça me paraît fou parce que on nous a, entre guillemets, il faut bien... toutes les nations doivent se bâtir. C'est, comme on dit, l'histoire est complexe, etc. L'apparition d'une nation, c'est toujours très compliqué à délimiter, sauf quand c'est des nations nouvelles, par traité d'indépendance, etc., comme les États-Unis, où là, c'est très facile de dire, bah voilà, les États-Unis, c'est depuis tel jour. La France, c'est compliqué parce que c'est une évolution de population, etc. Mais le baptême de Clovis, c'est considéré, entre guillemets, historiquement, comme le début de la France telle qu'on la connaît. C'est la christianisation, le passage plus ou moins officiel de l'époque païenne à l'époque oui, c'est ça, le baptême, chrétienne, etc. Il y a Jules THB qui nous dit ils ont cancel Clovis, MDR. Et donc aujourd'hui, finalement, il n'y a plus du tout ça. Le vase de Soissons, etc., non. Alors justement, les batailles Soissons, Tolbiac et Vouillé, donc sur la conversion, non, elles n'apparaissent plus. Ces trois-là, c'est vraiment, enfin, Clovis et ses batailles, ses mythes, son vase de Soissons, etc., ils n'existent plus. Ils ont concrètement disparu. Et comme disait Le Guise, Dagobert, pareil, ça reste une chanson sur la culotte de Dagobert. Exactement, voilà ce qui reste du truc, de la mémoire. Mais alors, comment ça se passe? Ça passe de... Donc attends, parce que tu dis qu'il n'y a pas non plus Vercingétorix et tout. Donc comment ça se passe? Est-ce qu'on passe de Néandertal directement à Charlemagne, ou il y a quand même un truc intermédiaire? Je ne sais pas si Le Guise, tu pourras afficher l'illustration numéro 3, mais je reprends même une frise chronologique. On la mettra à la rediff en tout cas. Une grande frise où on passe à la dynastie carolingienne en fait. Mais entre quoi? On passe de quoi à la dynastie carolingienne? De l'homme préhistorique? Alors non, en fait... On passe de la naissance de l'agriculture, du paléolithique, on passe du paléolithique à Charlemagne. Oh, ça va, et quoi? Qu'est-ce que c'est 100 000 ans? Qu'est-ce que c'est 100 000 ans d'histoire? Non, ils reprennent Antiquité, disparition de l'Empire romain, Mahomet, Égir, Empire byzantin et couronnement de Charlemagne. Donc Mahomet, l'Égir, etc., c'est bien présent par contre. C'est présent, ouais. Très bien. C'est incroyable. Et ça, c'est des choses qui étaient présentes depuis longtemps? Mahomet, tout ça? Non, par contre, j'ai voulu regarder ça, j'avais aussi un a priori là-dessus, sur les civilisations extra-européennes, etc. Ça a toujours été plus ou moins appris. Ce qui est une bonne chose. Oui, l'islam a toujours été appris
depuis la libération jusqu'à aujourd'hui. Donc la majorité des mérovingiens ont tout bonnement disparu. Et là, c'était vraiment la plus grande surprise. Et je rejoins ce que disait Le Guise tout à l'heure sur évidemment l'apprentissage en primaire. Donc là, finalement, ce qu'on connaît de Clovis, l'apprentissage qu'on peut avoir de Clovis, c'est uniquement tributaire soit des parents, donc en dehors de l'éducation nationale, ou soit de primaire, des souvenirs de primaire. Sinon, si ça continue comme ça, il ne sera plus enseigné et il disparaîtra tout simplement des programmes. Bah, il est déjà disparu des programmes finalement. Il peut y avoir une réapparition, genre, je ne sais pas si Papa India, il y a la Oui, volonté ok, de ouais. faire un nouveau programme. Au niveau des carolingiens, c'est plutôt constant. Enfin, constant, quand je dis, on diminue sur la proportionnalité. Où Ok. j'ai pas remarqué d'éléments qui sont relativement notables. Sur les Capétiens, celui qui étonnamment disparaît, c'est Guillaume le Conquérant. Il n'est pas étudié. Alors, il apparaissait 14 fois dans les années 50. Putain. Et encore une fois, il apparaissait combien de fois pour donner un ordre d'idée dans les années 90, dans le programme de 95? Alors, le programme de 95. Il n'apparaissait plus. Il a disparu dans les années 80. Très bien. Ok, donc sûrement, encore une fois, au détriment d'événements plus récents. Exactement. Alors, oui, évidemment. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il était très, très cité auparavant, davantage que Capet, quasiment. Aujourd'hui, Capet est encore présent? Bien sûr. En fait, c'est un constat global, je voulais le dire à la fin, mais les grandes figures, Louis XIV, Charlemagne, Hugues Capet, les grands Capétiens, Saint-Louis, etc., restent. Dans la proportionnalité, ils restent évoqués. Donc, en dehors des Mérovingiens, en dehors de Clovis, finalement, c'est assez étonnant, ils restent évoqués dans les mêmes proportions. Et il y a certains personnages, tels que Guillaume, tels que Clovis, qui disparaissent totalement. Un constat également que j'ai fait de manière globale, et ça rejoint exactement le constat de Georges Minois sur la disparition de l'histoire-bataille. Ce qu'on appelle l'histoire événementielle sur l'apprentissage de l'histoire. Il y a plusieurs mouvements d'apprentissage de l'histoire sur les méthodes holistiques, les méthodes événementielles, etc. Est-ce que tu veux Les nous méthodes dire qui est événementielles. Charles Minois avant de donner son Georges Minois, c'est un historien qui est assez vieux maintenant. Il a fait différentes biographies, donc sur différents personnages structurants de l'histoire de France. Il me semble qu'il a 80 années, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est un biographe d'histoire. Et sur le constat de l'histoire-bataille, concrètement, sur les différentes époques, on parlait du Vase de Soissons, Tolbiac, Vouillé, etc. Les batailles n'ont pas disparu, parce qu'il en reste encore quelques-unes, mais ont drastiquement diminué. Typiquement, l'exemple le plus frappant sur la guerre de Cent Ans, donc toutes les batailles de la guerre de Cent Ans, on pense de Crécy, Azincourt, le siège d'Orléans, etc., ne sont plus cités. On a une catégorie 2 pour Orléans, donc qui apparaît dans une frise. Mais en gros, la guerre de Cent Ans, c'était une guerre sans bataille. Enfin, c'était des négociations, probablement. La diplomatie. Bah, c'est vrai que la guerre de 100 ans, c'est vraiment la diplomatie à l'état pur. La diplomatie. En fait, le caractère vraiment guerrier, grande figure, je pense à Du Guesclin, à Bayard, qui ont également disparu, qui est encore cité jusqu'en dans les années 60-70. Ils apparaissaient encore, donc des personnages militaires, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas. On est sur les connétables et les grands chevaliers de l'histoire de France, qui ont également disparu de l'histoire. Est-ce que tu trouves... Ils n'avaient pas d'enlever tout un aspect viril, masculin de l'histoire? Justement, attends, c'est ce que j'avais demandé précisément. Est-ce que tu trouves que de manière générale, sans parler de masculin et de viril, juste, est-ce que tu trouves qu'il y a un effacement de la figure guerrière ou martiale de l'histoire de France spécifiquement? C'est indéniable. Okay. C'est indéniable. Parce que typiquement, quand il dit on a enlevé Guillaume le Conquérant, tu vois, typiquement, c'est un souverain qui marque l'histoire par quasiment que des actes de guerre finalement. Enfin, on l'étudie que de manière extrêmement martiale, donc c'est vrai que c'est ce genre de choix. Tu vois, quand on dit on a gardé Hugues Capet, on a enlevé Guillaume le Conquérant, tu vois, on sent que peut-être le choix il est dirigé vers des souverains qui vont avoir, ou vers des rois, etc., ou des figures qui vont avoir eu un impact extra guerre, etc., sur d'autres choses politiques, sociales. Exactement. Non, c'est exactement ça. Et ça reprend ce que disait Georges Minois, donc ce que je voulais regarder sur l'histoire bataille. Finalement, il disait que on arrête de faire de l'histoire bataille ou l'histoire événementielle. Et c'est totalement le cas. Et je suis en pleine étude sur les croisades.
Et auparavant, les croisades avaient vraiment la dimension guerrière sur les différentes batailles, l'étape des croisades, etc. Et maintenant, on met plus plus la lumière sur les échanges entre l'Orient et l'Occident, les apports culturels, etc. L'apport Et culturel des croisades, ça apprend, ça part un peu plus là-dessus. Donc, on il y a s'est une bien volonté. apporté culturellement, mutuellement. Ça a été des gros apports, gros apports culturels. Là, tiens. Et puis, mais ce qui est drôle, c'est que, comment dirais-je, un mec qui a envie de s'intégrer à la France, un jeune, si tu lui parles pas de bataille, si tu lui parles pas de guerrier, si tu lui vends pas du rêve, Bah, pour les garçons, ouais, il c'est en vrai aura rien à foutre de que l'histoire. faut remettre ça dans le contexte d'un gamin de 10-12 ans, 13-14 ans. Bon, après, peut-être que nous, on est le mauvais exemple, mais c'est vrai que le plus intéressant dans les livres d'histoire, pour nous, c'était les bastons quand même. Donc, mais non, mais c'est vrai. Les seules images que tu regardais, c'était les gros mecs en armure, etc. Tu vois, les trucs à l'époque en tout cas, les trucs de savoir les arcs romans et gothiques, tu sais, les différences d'architecture des cathédrales, ça, on s'y est intéressé plus tard, tu vois. À l'époque, on voulait surtout voir qui c'est qui mettait des grands coups d'épée dans la fif de l'autre. C'était surtout ça, tu vois. Ouais. Donc, et d'ailleurs, parce que là, on en vient petit à petit, vu qu'on est en train de remonter la prise chronologique, on va arriver petit à petit aux époques révolutionnaires, puis à l'Empire, etc., qui là ne sont plus que des bastons quasiment. Enfin, il y a des énormes changements politiques, évidemment, mais qui ne sont pas forcément perceptibles. Enfin, le code civil, etc., c'est complexe quand même pour des gamins de 12 ans. Alors là, il reste des trucs ou il reste plus rien? Non, ça passe aussi à la trappe. Comment ça? Je vais prendre 2015 sur les différentes batailles de l'Empire. Les batailles ne sont plus citées. Il y a des guerres napoléoniennes ou des choses comme ça, mais il n'y a plus vraiment de batailles qui sont précisées. Il y a une fois Austerlitz, quand même. Quand même. Il y a 2 fois les guerres d'Espagne. Et tout le reste, et il y a Waterloo qui apparaît sur la frise chronologique. Tout Évidemment. le reste n'apparaît plus. Comment est traitée cette période, la période de l'Empire? Est-ce qu'il y a eu une évolution de la part de programme dédiée au Premier Empire ou pas? Bien sûr. Dans quel sens tu parles? Est-ce qu'aujourd'hui, on en parle moins de manière générale? Parce que tu dis, on parle plus des batailles, etc. Mais le Premier Empire, aujourd'hui, ça représente la même part de programme que ça représentait dans les programmes précédents, ou est-ce que ça a diminué petit à petit, non proportionnellement à la diminution du programme? Ouais. Je suis encore, pour être tout à fait franc, je suis encore dessus. Il reste encore très présent, mais typiquement, sur les 224 occurrences, il y a 5 augmentations et dans les 5 augmentations, dedans, il y en a 2 qui sont relatives à l'Empire. La première est le code civil, qui est beaucoup plus cité, il est plus mis en avant, en fait, dans l'époque napoléonienne, le fait de structurer la législation française comme base, une masse de granit. Et il y a une petite augmentation sur, le rétablissement de l'esclavage. Ah Évidemment. oui, d'accord. Non. Si je me Sur souviens. l'établissement de l'esclavage pendant une période courte En plus, c'était hors de la métropole en plus, il me semble. Oui, oui. C'était très vraiment compliqué, vraiment. Ça pour doit des être raisons traité comme de la commerciales, lutte. pour éviter des guerres. Et qu'est-ce que je voulais te dire? Est-ce que il y a une évolution par rapport à la présentation du personnage de Napoléon? Est-ce qu'ils essaient de le positionner un peu comme un petit dictateur, un tyran ou pas du tout? Je suis en vrai, sur l'Empire, je suis encore en pleine étude. Ok, bah très En bien. fait, sur l'aspect qualitatif de traitement, là, je me suis vraiment focalisé sur le quantitatif. Sur le qualitatif, j'ai fait quelques périodes, notamment les croisades, notamment la guerre de 100 ans. Sur l'Empire, c'est assez spécial. Je le trouve pas tellement caricatural là-dessus. Ok, Très bien. Ils n'ont pas non plus, alors, à confirmer, mais ça m'a pas frappé plus que ça. Moi qui connais bien l'époque, avec Baptiste, on partage ça. Ça m'a pas frappé plus que ça. Alors, tu nous as aussi parlé, tu vois, tu nous as dit par exemple quelle avait été ta surprise de voir que Clovis avait été tout simplement vaporisé, qu'il n'existait juste plus, etc. Est-ce que tu as eu aussi d'autres surprises du genre sur des choses au contraire qui ont été ajoutées et qui peuvent être, par exemple, qui peuvent avoir une part importante alors que tu t'attendais pas spécialement à passer autant de temps sur certaines choses? Ouais, alors, finalement, je vois des apparitions, mais très peu de surprises. En fait, c'est un peu caricatural, mais c'est les constats que j'ai, aujourd'hui. J'en ai parlé tout à l'heure sur la loi Taubira, où là, il y a vraiment une augmentation de l'apprentissage des traites négrières. Donc, alors, j'ai envoyé l'illustration au Guise, mais c'est vrai que j'ai mis ça dans un Word. On mettra ça à la rediffusion. C'est ça, ouais. Mais concrètement, sur la répartition des programmes, typiquement celui de, il me semble, 4e ou 5e. 4e, globalement, il y a 8 chapitres. Et il y en a un
dédié aux traites négrières. Donc là, on a l'application de la loi Taubira qui est intégrée au programme. Donc là, on est sur une législation Attends, qui est excuse-moi, appliquée. sur 8 chapitres, il y en a un entier dédié aux traites négrières? Oui. C'est-à-dire qu'un huitième du programme est dédié aux traites négrières. Alors, en termes de pages, il est un peu plus petit, mais en termes de chapitres, on est sur 1 sur 8. C'est enfer. Et je sais qu'il y a eu je crois que c'est dans le nouveau programme qu'il y a un truc sur les femmes au 19e siècle ou quelque chose comme ça. Exactement. Le droit des femmes, etc. Ça, c'est une Non, nouvelle il y a- apparition aussi du programme Taubira? Exactement. Il y a d'une part. Non, c'est pas du tout la loi Taubira, c'est une tendance générale qui découle également des différents acteurs des productions de programmes. Il y a différentes revendications, typiquement lorsqu'il y a eu les programmes qui abordaient la Seconde Guerre mondiale, il y avait des groupes de personnes qui poussaient pour la commémoration, la mémoire juive. Et aujourd'hui, on a des groupes de personnes qui poussent pour évidemment qu'il y ait davantage de femmes présentes dans les programmes. Quand tu dis des groupes de personnes, tu parles de lobbying carrément qui pousse... Exactement, oui. En fait, dans les parties prenantes, il y a tendance à avoir de plus en plus de personnes qui rentrent. Donc, on se dévie un peu de la structure initiale du programme et différents courants de pensée, différentes revendications, différents souhaits finalement d'intégration de programmes rentrent dans l'élaboration des programmes. J'ai pas encore de faits dessus. Je sais qu'il y a différents écrits d'auteurs, notamment Patricia Legris, notamment d'autres personnes qui ont écrit dessus pour l'intégration de ces choses-là. Vas-y, on te laisse régler les problèmes de chat. Pendant que tu fais ça, Taubira, elle était ministre de l'Éducation? Non. Mais elle a quand Non, même... t'es garde des Sceaux. Ok, Elle elle a quand même garde fait... on a quand même laissé... on lui a quand même laissé modifier le programme scolaire, quoi. Non, elle a fait une loi. Le programme, Oui. c'est le programme Najat Vallaud-Belkacem, c'est pas ça? Exactement. Alors, pour être exact sur l'élément, la loi de Taubira, c'est 2001. La loi porte non pas sur les programmes, mais sur le fait de reconnaître la traite négrière comme crime contre l'humanité. Ça, c'est l'article 1. On le reconnaît comme crime contre l'humanité. Entre-temps, il y a eu 2 programmes, celui de 2008 et celui de 2015, Najat Vallaud-Belkacem. Et donc, il y a eu une augmentation, l'intégration des traites négrières dans les programmes scolaires. Ok, très bien. Donc, le chapitre dont je parlais, enfin le passage dont je parlais sur le droit des femmes il me semble que c'est au 19e siècle, c'est pas ça? Exactement. Ça, c'est quelque chose qui est présent dans le nouveau programme de 2015 ou qui est déjà présent depuis quelque temps? Alors, ça c'est apparu petit à petit, mais là où c'est plus flagrant, c'est dans le programme de 2015. Donc, c'est la deuxième grosse apparition, enfin qui augmente en termes de quantité, c'est les conditions de la femme. Donc, typiquement, pour revenir encore au programme de 4e, sur les 8 chapitres, il y en a un dédié à la traite négrière, un dédié uniquement à la condition féminine au 19e siècle. Donc, on est sur quelque chose de très spécifique. Un chapitre entier là-dessus? Un chapitre entier. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est que dans le programme de 2015, on parle pas des mérovingiens, mais il y a un huitième du programme qui est la condition des femmes au 19e siècle spécifiquement. Du programme de 4e, donc pas un huitième du programme entier. Ah oui, ok. Un huitième du programme de 4e. Parce que Clovis, c'est un 6e. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a un chapitre sur la condition de l'homme qui passait à 10 heures au champ par jour et qui allait à se faire décapiter j'imagine que c'est au 19e siècle, peut-être qu'il y a de l'industrialisation quand même. Tout à fait. Bon, après, je ne l'ai pas encore traité, mais là, on est sur les naissances des mouvements socialistes, anarchistes, sur le Proudhon, Saint-Just, Fourier, etc. Donc, ça, c'est encore quelque chose d'autre. Mais pour donner un ordre de comparaison, il y aura évidemment l'illustration, tu pourras la remettre. On est sur un huitième sur la traite négrière, un huitième sur les conditions féminines, et sachant que il y a également un chapitre, donc un unique chapitre comme les autres, qui regroupe la Révolution française, le Directoire, le Consulat, l'Empire et le redécoupage de l'Europe avec le Congrès de Vienne. C'est le même volume en termes de chapitres. En 4e, en un chapitre, tu fais tout ça? Tout ça, oui. Avec les causes de la Révolution aussi avant. Les causes de la Révolution, le Directoire, le Triumvirat et le Premier Empire. Et la Convention aussi, les guerres européennes, le Consulat, l'Empire et le Congrès de Vienne, donc le redécoupage de l'Europe en 1815, etc. Putain. Le Second Empire, c'est l'année d'après, c'est en 3e? Non, c'est en 4e également. Ah oui, non. Bon, voilà, faisons tout d'un coup. Ok, d'accord. Mais imagine le petit rebeu qui est à l'école et puis il voit un chapitre sur la condition des femmes, un autre chapitre sur je sais plus quoi, il doit se dire mais c'est quoi cette merde? Sur la traite négrière. Sur la traite négrière, il doit se dire putain, j'ai pas envie d'apprendre l'histoire de France.
On pourra en parler après, Guise. Enfin, ça fait partie de. Enfin, ça sort un peu de l'analyse, mais finalement, ça en découle parce que lorsque je lisais de la documentation dessus, en fait, évidemment, les corps d'enseignants, ceux qui élaborent les programmes, se sont posé la question de. Évidemment, on a une immigration en France, les nouveaux citoyens français. Comment on fait pour les intégrer? Donc, il y avait deux écoles. Soit on prenait en compte l'apprentissage de leur culture, des éléments extra-européens, typiquement, pour les intégrer, pour parler des civilisations dont ils pouvaient être originaires, ou bien continuer sur l'histoire de France et essayer de les raccrocher à quelque chose de commun. Et j'ai l'impression qu'ils ont davantage opté, même si j'ai pas de loi ni rien, hein, pour faire de la particularité plutôt que de l'unité et continuer sur les mythes fondateurs. On pense à Clovis au vase de Soissons, par exemple. Je pense qu'ils ont pris plutôt le chemin de l'intégration des différentes particularités. Plus de multiculturalisme au moins de France, en résumé. Est-ce que tu veux nous citer d'autres exemples ou est-ce que tu veux qu'on passe à la conclusion, à tes conclusions actuelles, même si elles sont pas, même si, comme tu l'as dit, ton étude elle n'est pas terminée? Oui, alors j'ai à peu près parcouru les grosses masses. Évidemment, il y a plein de petites subtilités, mais les intégrations, c'est ça. En fait, peut-être une donnée assez assez marrante. Je sais que vous êtes friand de ça. Louise Michel est plus citée ou mentionnée, étudiée que l'empereur Napoléon III. Ou bien Aubertine Auclair. Je sais pas s'il y en a qui connaissent Je sais même pas Aubertine qui Auclair. c'est. Alors là, je ne sais même pas qui c'est. Donc peut-être que c'est parce que j'écoutais pas au collège. Mais... elle n'était pas trop citée, il me semble, à l'époque. On est sur les c'est doubles pages sur les femmes engagées. Il y avait des dossiers sur les femmes engagées et justement, ça fait augmenter le nombre d'occurrences et finalement, elles sont plus étudiées. Donc une féministe connue, Aubertine Auclair. Voilà, exactement. Qui s'est battue pour les femmes, notamment. Oui, c'est ça, exactement. Putain. Elle est plus citée que Jean Jaurès. Oh, c'est dramatique. Et en fait, je trouve des éléments, évidemment, il y a des... En fait, au-delà de ça, finalement, si j'essaye de me faire un peu l'avocat du diable, c'est qu'on intègre des éléments qui sont évidemment très intéressants. Les traits négriens, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. On parlait de Bernard Lugan, mais j'invite tout le monde à lire Olivier Pétri-Grenouillot ou Jacques Marseille, c'était plus sur la colonisation, ou bien Tidiane Ndiaye qui ont parlé de ces traits. T'as parlé de Jacques Marseille, c'est ça que t'as dit? Oui. Ouais, Jacques Marseille qui a fait une étude, qui est pourtant un communiste à la base, et qui a fait une étude super intéressante sur le coût de la colonisation et des traites négrières de manière générale, hein, c'est ça, hein? Exactement. Et il a voulu démontrer que la colonisation avait enrichi les pays occidentaux, et en fait, non, c'était l'inverse. Il est parti du point de vue, c'est quand même génial, parce que c'est un mec objectif, et comme quoi il en restait encore à l'époque des communistes objectifs, mais bon, voilà, ils ont tous disparu, parce qu'ils sont cancel des communistes eux-mêmes. Il est parti du point de vue de dire, voilà, je vais démontrer à quel point la colonisation a enrichi la France, et il s'est rendu compte dans ses études qu'en fait ça lui avait fait perdre de l'argent. C'est quand même génial, tu vois. Ah bah, c'est sûr et certain. Et c'était la gauche qui balançait tous ces programmes colonisateurs. Oui, bien sûr. Il y a également un auteur, parce que les traites, c'est vraiment quelque chose de très intéressant, et même la condition féminine, finalement, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Il y a l'auteur Tidiane Ndiaye, il a fait un peu le même parcours que Jacques Marseille. Il voulait écrire sur à quel point la traite transatlantique, finalement, était désastreuse évidemment qu'elle était désastreuse, a eu plus d'importance que la traite orientale, et il a fait le même chemin que Jacques Marseille, en finalement montrant que la traite orientale était un désastre, qui a été monumental pour les populations africaines, sachant qu'il est à la fois sénégalais, à la fois musulman, donc il a eu le recul de dire, d'avoir cette honnêteté d'esprit de mettre ces constats-là. Donc en fait, le constat de dire qu'il y a l'intégration de ces éléments, c'est pas quelque chose de préjudiciable, mais par rapport à ce qu'on disait au début, à savoir une diminution du volume d'apprentissage et des nouveaux éléments qui s'intègrent au programme, ça se fait forcément au détriment de choses, et on voit évidemment des intégrations et des diminutions qui sont monumentales. Sur le dernier programme, on a la guerre de 100 ans qui fait 5 lignes. Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé, tu disais quoi? J'ai pas entendu ta dernière phrase. Sur le dernier programme, j'ai pas entendu ta phrase non plus. Dans les programmes, on a la guerre de 100 ans qui fait 5 lignes. Et on a un chapitre sur... C'est enfer, putain. Ça fait 5 lignes, la guerre de 100 ans, et il y a un chapitre entier sur différentes choses qui ont été rajoutées. Et après, j'ai remarqué, voilà, la Gaule et les Celtes, comme je le disais au début, sur les occurrences, et en termes de quantité, a beaucoup diminué, la Troisième République notamment. Il y a pas mal de choses qui diminuent, et il y a l'apparition d'autres éléments. Donc, évidemment que ces éléments-là sont intéressants à apprendre, mais ça se fait forcément au détriment d'autres choses, et je suis pas sûr que les choix soient forcément judicieux. Ok, donc c'est une question de proportion surtout. Exactement.
Bah écoute, franchement, Alexis, c'était hyper intéressant. Ouais. Enfin, moi, j'étais captivé. On a fait 1 heure entière. Je pensais pas qu'on ferait 1 heure entière sur le sujet, mais vraiment, c'est hyper intéressant. Et encore une fois, j'engage tous les gens, les potentiels éditeurs qui nous regarderaient soit en live, soit en rediff, même d'autres. Hein, je veux dire, les autres médias, je sais qu'il y a d'autres médias qui nous regardent et qui m'écrivent après, Nicolas Faure, etc., qui m'écrivent après parce qu'ils regardent Radio Dixie. À contacter Alexis, vous pouvez passer par moi. À contacter Alexis si vous voulez plus développer sur ce sujet. Lui, il va continuer de son côté à faire le travail, son travail monumental. T'en as pour combien de temps encore à peu près, tu penses, avant d'avoir fini? Peut-être difficile à estimer, mais Je pense arriver vers la fin, encore quelques mois. Je dirais ok, encore quelques mois. encore durant l'été, quoi, quelque chose comme ça. Voilà, et je vous invite tous à prendre Alexis en exemple dans l'honnêteté intellectuelle dont il a fait preuve, parce que c'est très intéressant. En fait, je pense qu'on peut être très critique parfois de notre propre camp. On a tendance à avoir un petit peu le même biais qu'on va reprocher aux gauchistes et à tout voir par notre axe de pensée. Et en vérité, ça nous dessert. Et c'est intéressant un petit peu de temps en temps de mettre de l'eau dans son vin et d'essayer de voir tous les facteurs, de prendre tous les facteurs en compte. Vous voyez, quand il parle il pourrait en fait avoir complètement biaisé son étude en ne parlant pas du fait que les programmes ont diminué de tiers en termes de quantité générale, en parlant du fait qu'il y a des nouveaux événements importants à prendre en compte. Je pense à la chute de l'URSS, au 11 septembre, etc. À ce genre de choses qui sont importantes à mettre dans le programme. On ne peut pas le nier. Donc c'est important d'avoir l'honnêteté intellectuelle de prendre tout ça en compte avant de faire des conclusions, parce que ça nous permet aussi d'être beaucoup moins attaquables sur nos conclusions, vous voyez, on peut pas vous savez, vous pouvez donner 10 arguments sur un sujet qui sont valables. S'il y a un de vos arguments dedans qui est absolument biaisé idéologiquement, votre adversaire va l'utiliser et va déconstruire tout ce que vous avez dit juste avant. Tous vos 9 arguments précédents, même s'ils étaient bons, même s'ils étaient valables et factuels, ils vont perdre de leur puissance à cause de ça. Donc je vous invite tous à vraiment à faire le même travail d'honnêteté intellectuelle sur les sujets dans lesquels vous prenez position, que ce soit en ligne ou que ce soit dans des discussions, etc. Je pense que ça peut beaucoup servir notre camp. En tout cas, Alexis, merci beaucoup d'avoir été là. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose ou pas. Non, bah écoute, merci de m'avoir invité. Moi, je pense qu'on peut peut-être garder, je ne sais pas ce que tu en penses, Guise. Alexis, je ne sais pas si tu dois partir ou si tu peux rester sur le sujet suivant, parce que comme ça concerne l'éducation, t'es pas obligé de prendre parti ou quoi, ou de dire quelque chose, mais ça peut être intéressant de voir peut-être que tu vas pouvoir nous éclairer tu connais mieux que nous les programmes actuels en France, ça va nous donner un élément de comparaison. Est-ce que, Guise, tu peux nous présenter le prochain sujet? Alors, partie 2, aujourd'hui, on va vous parler du projet de loi au Texas pour interdire l'enseignement et les activités scolaires liées à l'orientation sexuelle et à l'identité de genre. Donc, il y en a beaucoup qui en ont déjà entendu parler. En Floride, c'est déjà le cas, avec le gouverneur Ron DeSantis, qui a indiqué que l'enseignement sur l'orientation sexuelle ou sur l'identité de genre y est interdit jusqu'en terminale. C'est 12th grade aux États-Unis. Donc, tous les sujets pourtant sur les questions LGBT+, ne peuvent être abordés par les enseignants, sauf si des questions surviennent de manière spontanée ou s'il s'agit d'un cours sur la santé reproductive dont les parents peuvent retirer leurs enfants. Donc, c'est quand même assez précis. Et puis en ce moment même, il y a une proposition de loi au Texas qui va très probablement passer, qui, en plus des éléments qui sont déjà présents que je viens de vous décrire, qui sont déjà présents en Floride, veut que les écoles ne peuvent pas refuser de communiquer à un parent des informations concernant son enfant et doivent informer les parents de tout changement dans les services fournis à l'élève ou dans le suivi de l'élève en ce qui concerne sa santé ou son bien-être mental, émotionnel ou physique. Donc il y a deux choses importantes. Jusqu'en terminale, plus d'éducation LGBT. Et si jamais l'élève voit un psychologue ou un autre professionnel pour discuter de ce genre de choses, les parents doivent être obligatoirement informés. Alors, ma première question, est-ce que ça concerne simplement les écoles publiques? Très bonne question, ça concerne uniquement les écoles publiques, oui. Ce qui est, pour moi, légitime, que ça ne concerne que les écoles publiques. Alors, qu'est-ce que tu peux nous en dire, Guise? Parce que toi qui vois un petit peu la proposition de loi, etc. Est-ce que tu penses que... Bon, je pense que oui, il y a une manière de... Il y a manière à ce que ça passe au Texas. Moi, j'avais déjà parlé du fait que j'avais des gens que je connaissais
la plupart de mes amis ici ont des enfants à l'école. Ma plupart de mes fréquentations des enfants à l'école. J'ai demandé justement, juste avant, là, j'ai demandé à Brandon, qui est le patron de Industrial Cigar, l'endroit où je suis là, comme je savais qu'on traitait de l'éducation, où étaient ces enfants. Donc ils sont dans une école Montessori, qui est assez, c'est un système d'éducation qui est assez développé ici au Texas. Est-ce que tu penses que c'est une proposition intéressante pour toi? Est-ce que tu trouves que c'est légitime ou pas? Alors déjà, comme tu disais, à partir du moment où c'est l'école publique, l'État n'a pas à venir mettre de l'idéologie dans la tête de vos enfants. L'école, c'est là pour de l'apprentissage, de l'histoire, des maths, de la science, etc. Mais lorsque c'est une école qui est payée par vos impôts, il n'y a aucune raison qu'on vienne y apporter de la politique ou de la théorie de genre ou de ces choses-là. Parce que c'est de ça qu'on parle en fait. Parce qu'en fait, le problème, c'est de ça qu'on parle. Parce que finalement, si on se pose à plat, le sujet de la sexualité, on pourrait débattre de savoir si le sujet de la sexualité doit être un sujet abordé ou non à l'école déjà, à quel âge, etc. Parce que là, tu as dit jusqu'en terminale. Par exemple, est-ce que le sujet de la sexualité doit être abordé auprès des lycéens? Moi, j'ai envie de dire, je ne suis pas spécialement pour, parce que je pense que ça revient plus aux parents de faire ça, mais je ne suis pas fondamentalement opposé. Le gros problème pour moi, c'est que ce sujet ne saurait être abordé de façon impartiale. C'est ça le gros problème. C'est qu'en fait, je n'ai pas confiance dans le corps enseignant, notamment en France, pour enseigner ça de façon impartiale, et c'est-à-dire simplement de diriger peut-être un petit peu les élèves vers... je ne saurais même pas comment dire, parce que c'est vrai que, bon, après, je ne suis pas prof, je ne suis pas du tout doué pour parler de ce genre de sujet avec des jeunes, mais je veux dire, je n'ai pas confiance dans le corps enseignant pour ne pas dévier tout de suite vers des dérives LGBT et du matraquage, etc. Donc, en fait, le vrai problème, il est là, c'est qu'on en vient à se dire, vaut mieux leur interdire de parler de tout élément en rapport avec la sexualité, parce que leur donner une petite marge de manœuvre, c'est prendre le risque qu'ils hypersexualisent nos enfants. On sait notamment que, je rappelle quand même que dans l'éducation, et là c'est en France, et on pourra à la rediff rechercher le chiffre exact, parce qu'à chaque fois sinon on va me reprocher de ne pas donner mes sources, mais je rappelle que c'est dans l'éducation qu'il y a le plus grand taux de pédophiles en France. C'est d'abord dans l'éducation et dans tous les milieux liés à l'enfance, ce qui est logique, enfin, entre guillemets, c'est l'occasion fait le larron, mais je veux dire, les centres aérés, etc., c'est dans tous ces milieux-là qu'on parle très souvent des pédophiles dans l'église et tout, mais c'est le premier chef-lieu, c'est l'éducation. Donc soit d'hypersexualiser nos enfants, soit de dévier vers une idéologie, notamment LGBT, sur le sujet. Tout à fait. Donc pour préciser ce que tu as dit, il y a quand même des cours sur la reproduction, il y a quand même des cours sur la sexualité. Cependant, interdiction de parler de thèmes LGBT, de théorie de genre, et les parents peuvent retirer leurs enfants de ces cours-là, spécifiquement s'ils ne veulent pas qu'ils y participent. S'ils n'ont pas confiance, quoi. S'ils n'ont pas confiance. Alexis, tu as un point de vue sur ce sujet, ou est-ce que déjà tu es au courant, parce que toi tu t'es focalisé bien sûr sur les programmes d'histoire, mais est-ce que tu es un petit peu au courant de ce qui se fait ou non en France au niveau des programmes sur ce genre de thème? Non, pas actuellement. Je me souviens juste de nos cours d'éducation sexuelle, mais ça parlait pas de genre finalement. Nous, nos cours d'éducation sexuelle, c'était vraiment des schémas du système reproducteur. Bon, c'était chiant, mais c'était pas orienté politiquement. Je diffère un peu de toi, Baptiste, sur le coup. Je pense pas que ça a vraiment sa place, mais même pas du tout dans l'éducation nationale. Non, moi j'ai pas dit que ça avait sa place, j'ai dit que je pense qu'on peut débattre du sujet, pourquoi pas, tu vois, mais je prendrais pas le risque. Mais après, oui, pour toi, tu penses que de toute façon, même à des jeunes adultes, parce que il y a aussi ces choses-là. Je parie pour les garçons, mais pour moi, à 15 ans, on est un homme. Je ne considère pas qu'à 15 ans, on est un enfant. C'est parce qu'aujourd'hui, on infantilise Enfin, aujourd'hui, on protège tellement, entre guillemets, on protège les enfants, mais de la mauvaise façon. On protège tellement les enfants du réel, etc., qu'on a tendance, à 17 ans, on est là, oui, c'est des gamins, etc. Non. Pour moi, je suis désolé, à 17 ans, moi, à partir de 16 ans, je travaillais. À 17 ans, j'étais déjà videur de boîte de nuit. Crois-moi que je prenais des responsabilités d'adulte. Donc, pour moi, on est un homme. Il y a plein de civilisations où à 15 ans, tu es déjà, et même dans l'histoire de France, où à 15 ans, tu es déjà un adulte en charge. Est-ce que tu sais à quel âge le général Lafayette a été élu chef des armées américaines par George Washington? Non, dis-moi. 19 ans.
Ben voilà, non mais c'est vrai. Donc 19 ans, c'est l'année après le bac, hein, en France. Bah non, mais c'est vrai. Donc bon, faut pas. Voilà. Donc après, moi, j'ai pas un positionnement complètement fermé là-dessus. Toi, Alexis, pour toi, pas de sexualité jusqu'en terminale. Enfin, en tout cas, on n'en parle pas, quoi. Je pense pas que c'est à sa place. Déjà, c'est vrai que tu évoquais le sujet, enfin, vous évoquez le sujet du volume horaire de l'éducation nationale qui est déjà très très conséquent, hein. C'est pour ça que je milite même pas pour plus d'histoire ou quoi. Je milite pour peut-être mieux d'histoire, enfin mieux le faire ou mieux l'enseigner. Mais en termes de volume horaire, donc faut faire des choix. Et je pense que la sexualité ou même le genre n'a pas forcément sa place. En termes de choix, hein, c'est Oui, très oui, intéressant, évidemment, ça peut être source d'apprentissage, mais je pense il y a mieux. je suis d'accord. Moi, mon point de vue sur l'éducation en France, c'est qu'il y a qu'il faut retirer 50% des horaires de cours. Non, non, mais c'est pas une question de programme, etc. C'est que pour moi, déjà, on passe 10 fois trop de temps à l'école. D'accord, 10 fois trop de temps. Et la preuve en est, les meilleurs systèmes d'éducation occidentaux, quand il y a un classement qui est fait chaque année, j'ai oublié par quel organisme, on retrouvera aussi enfin, le Guise retrouvera pour la rediff, je lui donne du boulot, le pauvre. Mais il y a un classement qui est fait, à chaque fois on est très mal classé, et pourtant on est aussi dans ceux qui ont le plus d'heures de cours. Donc beaucoup trop beaucoup trop de volume, et pas assez de place pour des activités extrascolaires, entre guillemets, qui pourraient être faites aussi au sein de l'école, entre guillemets, on dit extrascolaire, mais c'est-à-dire autre chose qu'être assis derrière une table et écouter. Il pourrait y avoir des activités manuelles, il pourrait y avoir du sport, etc., comme c'est fait dans certains pays nordiques. Je trouve ça beaucoup plus intéressant. Donc je te rejoins tout à fait, Alexis, dans le fait que oui, il faut épurer le programme, et donc si on épure, il faut faire des choix. Il y a des choses qui sont très importantes. Par exemple, moi j'ai toujours été un littéraire, mais je trouve que le calcul mental est absolument plus abordé après l'école primaire, alors qu'il est fondamental puisqu'il est utile dans la vie de tous les jours. On va sur des sujets très pointus de mathématiques qui sont pour moi complètement passables si on ne va pas dans une filière. Je veux dire, personne va utiliser la trigonométrie plus tard si vous n'allez pas dans des filières scientifiques, etc. Mais tout le monde va devoir calculer des pourcentages, faire des calculs de tête. Enfin, Ouais. c'est tout le monde. Donc Après, c'est vrai que tout ce qui est, je diffère un peu de toi à ce niveau-là. Je pense que tout ce qui est maths avancé, ça permet de développer l'esprit rationnel, le non, développement de. non, parce que ça, c'est pas concret. C'est pas concret, gros. Les nombres imaginaires, la trigonométrie, toutes ces saloperies. Lui, il est bon, Alexis, il est bon là-dedans et tout, donc peut-être, mais je peux t'assurer que c'est juste chiant. Et surtout, tiens, si on faisait un sondage, si on faisait comme Alexis, qu'on commence à faire un sondage, c'est des choses que, à peine appris, c'est oublié. Tu vois, là, Ouais, c'est mais du tu par vois, je sais cœur. C'est pas, des choses qui apprendre, obligent à faire du par cœur. Et en fait, on ne sélectionne que des élèves avec de la mémoire. non, mais En je veux fait, dire, on ne valorise que apprendre à la mémoire. résoudre des équations avec une, deux ou trois inconnus, ça développe Mais quand tu le sais pas cerveau. faire, oui, mais quand tu sais pas faire du calcul mental, quand tu sais pas faire calculer 20% d'un truc, à quoi ça sert d'aller faire des équations à 3 inconnus? Gros, demande dans le chat, et c'est pas des débiles. La preuve, s'ils sont sur Radio Dixie, c'est que c'est le haut du panier. Mais je veux dire, demande dans le chat, si tu fais tout de suite, là, sans calculette, si tu prends un mec au hasard et que tu lui fais faire des calculs, tu vas voir que la majorité des gens, ils vont mettre beaucoup de temps à faire des calculs. Si tu lui dis il faut faire 25 x 12, je peux t'assurer que ça, le gars, il va prendre un temps. Alors qu'il y a des méthodes qui existent pour calculer jusqu'à 100 x 100 de manière très très rapide. Je pense que c'est une priorité pour des gens qui vont pas dans des filières scientifiques avant de faire des histoires d'équations à je sais pas combien d'inconnus, tu vois. Je comprends ton point de vue. Mais Et même de géométrie et de trucs comme ça poussés. Je veux dire, tout le monde n'a pas vocation à devenir architecte. Faut arrêter, tu vois. alors je sais qu'on diffère, mais pour moi, ça permet de développer le cerveau quand même. Mais c'est une grande question. Nous, les littéraires, on est des Mongoliens, souvent. On n'a pas développé notre cerveau, tu vois, parce qu'on faisait pas de trigonométrie. Tu vois, en plus, tu sais que je dis trigonométrie, je me rappelle même plus de ce que c'est la trigonométrie. C'est pour te dire à quel point, moi, ça m'est passé au-dessus. Je sais même plus à quoi ça correspond, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Et tu dirais que c'est quoi, toi, Alexis, mis à part l'histoire, les autres matières dans lesquelles ils peuvent intégrer le plus d'idéologie? Et justement, je le mets dans mon analyse. Évidemment, l'histoire, c'est ce qui est le plus intéressant parce là, on peut vraiment c'est malléable en fait. Alors que les maths, on va pas changer Pythagore en autre chose. Peut-être la philosophie, la philo Oui. et le français, enfin, qu'on appelle culture Et générale. l'économie. Ah, ouais. Mais non, mais c'est vrai, parce que quand tu es dans une lycée. filière, quand tu vas au lycée et que tu prends éco, mec, l'économie, attention, hein, les cours moi j'ai déjà plongé, j'ai pas fait éco, mais j'ai déjà plongé regard dans les cours d'éco. Attends, mais là on n'est même plus dans l'idéologie, hein, c'est vraiment. D'ailleurs, tous les profs d'éco sont communistes. Je suis désolé de le dire, mais c'est terrible quand même. Non, mais après on va dire, ah, il dit n'importe quoi, ça y est, ça part en couille. Peut-être pas tous, mais je veux dire, ça fait partie à chaque fois quand on regarde les résultats d'intention, les intentions de vote, les résultats des votes dans le corps enseignant.
prof d'histoire, prof de philo, prof d'éco, c'est toujours ceux qui votent le plus à gauche. C'est vrai, hein? Ça m'étonne pas, ouais. Ça m'étonne pas. Il y a un truc intéressant aux États-Unis, c'est que chaque État a une marge de manœuvre sur le programme scolaire. Donc en gros, il n'y a pas un gros il y a pas un gros programme qui est imposé à tout le monde, mais il y a vraiment une possibilité pour chaque État de venir changer le programme, comme on a pu le voir. Et c'est un très bon exemple par rapport à ce que dit souvent Baptiste, c'est que oui, aux États-Unis, il y a beaucoup de modes LGBT, etc. Mais c'est aussi les Américains au Texas ou en Floride qui viennent interdire le programme LGBT dans l'école publique, par exemple, ce qui ne se fait pas en France. Oui, on va dire que il y a un côté rapport directement à ce que veut la population qui est plus importante qu'en France. Mais après, en France, on n'a pas un modèle fédéral. Je ne souhaite pas un modèle fédéral pour le programme scolaire, moi, un programme unique. Alors, il pourrait y avoir des petites tu vois, divergences dans, par exemple, l'apprentissage des langues régionales ou de la culture régionale. Ça peut s'entendre. Mais moi, je pense qu'un État central qui définit un programme scolaire pour les écoles publiques, ça me dérange pas à partir du moment où il est factuel, neutre et impartial, quoi. Le problème, c'est que ça se retourne contre toi, mec, parce que dès qu'il y a des communistes ou des socialistes au pouvoir, bah, ils lavent le cerveau comme ils le souhaitent des enfants. Non, parce que là, justement, en fait, si tu préfères. Oui, mais typiquement parce qu'il est, idéologique. Logiquement, moi, si tu préfères, je préfère pas un programme qui soit plus orienté idéologiquement quand c'est mon côté qui dirige la France que quand c'est celui d'en face. Bon, après, moi, mon idéologie ne dirige jamais la France, donc au moins c'est réglé. Au moins, c'est réglé. Là, tu donnes l'outil à un État Depuis- centralisé de venir laver le cerveau de tout le monde. Oui, mais attends, tu peux dire la même chose parce qu'en fait, à échelle d'État, c'est la même chose. En fait, que ce soit un pouvoir central pour toute la France ou qui dirige l'État, c'est la même chose. Si tu vas faire tes études dans le Michigan, tu vas avoir un programme d'enculé parce que c'est un enculé au pouvoir. Donc en fait, c'est pareil, tu vois. Ça changera rien que ce soit par région. Ah si, ça change quelque chose. Parce que imagine si toutes les États-Unis étaient la Californie. Je veux dire, c'est bien qu'il y ait différents États avec différentes façons de penser, qui soient en compétition les uns avec les autres. C'est sûr que dans l'idéal, alors je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais pour moi, c'est l'école privée. L'État. Oui, voilà, c'est ça. va Tant qu'il y gérer a le choix l'éducation. d'une école privée et de l'école à la maison, à chaque fois je le rappelle, mais pour moi l'école à la maison qui est extrêmement important. Donc il y a ce choix-là, c'est extrêmement important. Qu'est-ce que tu penses toi, Alexis, de l'école à la maison? Bah, évidemment, idéalement, ce serait quelque chose que je souhaiterais faire, mais pratiquement, enfin de manière opérationnelle, c'est extrêmement dur à mettre en place. C'est dur à mettre en place aujourd'hui, on va pas se mentir. Simplement, en fait, il y a un rapport direct entre l'école à la maison et le pouvoir d'achat. C'est débile, mais on y est direct. C'est juste qu'aujourd'hui, on gagne trop peu et on est tous en galère. Donc, tout le monde est obligé de travailler, maman, papa, tout le monde. Et donc, en fait, personne n'a le temps pour s'occuper des gosses et les instruire. Et il y a aussi une deuxième chose aussi, et ça, on attendra le résultat de ton sondage aussi, c'est que les parents d'aujourd'hui, c'est les gens de notre génération qui sont déjà faibles intellectuellement, enfin culturellement, qui ont déjà une culture générale basse. Comment des gens qui eux-mêmes n'ont pas été instruits correctement vont pouvoir instruire? Le vrai problème, il est là, en fait. C'est qu'il faut rééduquer les gens avant de leur permettre d'éduquer eux-mêmes. Tout à fait. Non, le Guise. Ah, je suis lui, d'accord. Guise, il est pas d'accord parce que lui, il veut qu'on vive dans des tribus, chacun dirigé par. Il veut plus d'État, plus de personnes, en fait. Mais Tu non, vois. je Il suis veut qu'on pas- soit je suis tous pas- indépendants, je- chacun se dirige, et puis voilà, Mais on non, a je suis des pas- je ne tribus, suis des pas clans. un anarcho-capitaliste, je suis un minarchiste. Je pense que l'État doit être Il est présent. complètement anarchiste. Tout à l'heure, quand tu as parlé de Proudhon, je l'ai vu, il était comme un ouf. Il a le poster de Proudhon au-dessus. Non, Lui, non, au-dessus de mon lit. Proudhon, c'est un anarchiste de gauche. Donation. Proudhon, c'est un anarchiste de gauche. Je préfère un Bernard Lugan, un anarchiste de droite. C'est vrai que j'ai pas évoqué la commune, je suis désolé, mais ça reste Ouais, on évoqué. s'excuse, Guise, de ne pas avoir parlé de la commune. Non, mais justement, ce que je veux dire, c'est que les gars, justement, une question pour toi, Alexis. Est-ce que tu penses que si ce n'était pas l'État qui gérait l'éducation, mais que s'il n'y avait que des écoles privées, on respecterait plus l'histoire de France que quand c'est géré par l'État comme ça? Bah, concrètement, c'est indéniable. Et je ne sais plus quel exemple, je voulais le chercher avant d'arriver. Dans un pays nordique, il me semble qu'il y a un système d'éducation privée où chaque parent a un nombre de points qu'il peut allouer à telle et telle Oui, école. j'ai vu ça. Et il y a des allocations. Et ça marche très très bien. J'ai Alors vu ça. j'imagine qu'il y a des défauts, mais C'est pas en Finlande ou en Suède? c'est possible. J'ai plus le Regardez. pays exact. Je sais que ça existe. J'ai Je vu sais ça, que ouais. ça marche bien. À voir. Après, en France, faire ça, Oui. c'est très compliqué à mettre en place. Non, En moi termes- après, mon positionnement, c'est pas qu'il devrait y avoir que des écoles privées, parce que une école publique, ça peut. Enfin voilà, encore une fois, on peut toujours espérer. C'est toujours le problème, c'est
c'est la confiance qu'on a dans le système. Aujourd'hui, évidemment qu'on n'a aucune confiance dans le système, etc. Donc, dès qu'on me parle d'un truc public, c'est toujours foireux. Tu vois, c'est ça le truc. Mais je veux dire, je crois encore à un État, à la possibilité de l'existence d'un État normal, en fait. Tu vois, c'est que pour moi, c'est pas complètement lunaire. C'est contrairement à au Guise, qui lui pense qu'un État devient toujours de gauche au bout d'un moment. Moi, je pense qu'un État ne peut être ni, entre guillemets, en tout cas, peut être à droite ou à gauche dans sa façon de diriger le pays, mais peut avoir des décisions concrètes, factuelles, qui ne soient pas influencées idéologiquement. Je pense que ça peut exister. C'est pas le cas. On est d'accord, c'est absolument pas le cas à l'heure actuelle, mais voilà, je pense que c'est possible. Le meilleur exemple que je peux te donner, c'est que même, tu vois, les États-Unis, après la Constitution, ok? C'était le First Amendment, Second Amendment et tout ça, c'est des choses ultra, comment dirais-je, saines, ultra pro-liberté, Oui, bien etc. sûr. Et ce pays qui a été un des pays les plus libres du monde, on le voit que décennie après décennie, même les États-Unis, ça devient de plus en plus socialiste, plus gauchiste. Oui, mais après c'est l'Occident de manière générale qui est dégénératif, tu vois. Donc pour moi, ça passe une remise. En fait, les États, ils sont à l'image des peuples. Le peuple occidental est dégénérescent, donc les États le sont, tu vois. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je travaille sur ma communauté, sur le pouvoir que j'ai de parler aux gens en disant, au lieu de vous occuper de politique, etc., occupez-vous de moi-même. De vous-même, pardon, de moi-même. Occupez-vous de moi. Occupez-vous de vous-même. Occupez-vous de vous-même, parce qu'en fait, je pense que c'est la matière de base qui est mauvaise, tu vois, qui est gangrénée. C'est le mortier. C'est pas la façon de construire les murs, etc. Et le problème, c'est que le mortier qu'on utilise, les parpaings qu'on utilise, qui sont mauvais. Mais à partir du moment où on travaillera avec du matériel sain, les États seront à l'image, les constructions seront à l'image de ceux qui les construisent. Moi, j'en suis persuadé. Et la preuve, c'est qu'en fait, quand tu parles de l'époque où c'était bien, etc., tu as un côté nostalgique de regarde à l'époque c'était bien. Oui, mais à l'époque, le peuple était différent aussi, tu vois. Le peuple n'était pas dégénérescent comme il est aujourd'hui. Il y a Sbenga26 qui nous dit Tim Le Guise, merci. Et puis, qu'est-ce que je voulais te dire, mec, c'est que, en fait, un État, c'est des fonctionnaires, c'est des gens qui vivent, en fait, T'entends comment il dit fonctionnaire comme un gros mot, lui. Non, mais mec, c'est des gens, mais ouais, c'est des gens qui vivent des taxes. Il dit fonctionnaire, mais tout le monde entend fils de pute. Et là, ouais, c'est des fonctionnaires. T'étais là, oui, bah, dis ça normalement. En fait, mec, un politicien, pour avoir plus de pouvoir et pour gagner plus d'argent, pour avoir plus d'influence, ce qui l'intéresse, c'est de légiférer toujours plus et de taxer toujours plus. Mais non. Et un deuxième point, c'est que la politique, la démocratie, c'est des compromis. Donc, c'est-à-dire que tu fais des compromis sur la liberté, par exemple. S'il y a quelqu'un qui veut venir ajouter un 20% de taxes, la démocratie fait qu'on va négocier et qu'on va trouver un compromis et on va rajouter juste 10% de taxes. Et année après année, en fait, tu rajoutes toujours plus de taxes, toujours plus de règles, tu fais grandir le code civil, tu fais grandir le nombre de lois et au final, tu te retrouves avec un énorme État, comme on peut le voir aux États-Unis aujourd'hui et qui était à la base un État minarchiste. Non mais je comprends, tu as une bonne analyse du modèle tel qu'il existe aujourd'hui, mais le modèle peut être différent, et le modèle a été différent pendant des siècles. Les États monarchistes, comme tu dis, ont été différents pendant des siècles et des siècles, et ils ont été viables. On a passé plus de temps avec des États qui légiféraient pas autant qu'avec un État qui légifère. C'est quoi la grosse différence ? Mais la différence, c'est que pendant toute cette période, le matériel humain était différent. Non mec, tu sais c'est quoi la grosse différence ? C'est la démocratie, mec. Mais oui, mais l'État et la démocratie, c'est deux choses séparées. Tu peux avoir un État avec un système public et des fonctionnaires sans avoir un pays droit de l'homiste. Oui, non, mais tout à fait. Mais moi, la démocratie fait qu'on va toujours être dépassé par la gauche. Moi, je suis à fond pour un roi à coutume libérale. D'ailleurs, tous les rois de France, la grande majorité des rois de France étaient à coutume libérale. Et on s'égare. Et se mêler très peu de la vie privée de chacun. On s'égare. Je ferme la parenthèse. Très bien. Bon, bah, en tout cas, voilà, je pense qu'on a traité les deux sujets. Est-ce qu'il y en a un de vous qui veut rajouter quelque chose, à part le Guise ? Ouais, bah écoute. Putain, j'étais parti. Vas-y, Alexis. Non, c'était très clair, en tout cas. Pas sur ces sujets. Merci encore à vous de m'avoir invité. Non, merci à toi de nous avoir donné de ton temps. Ouais. Écoute, on a fait, je sais pas, Guise, on a fait 1h39 de live. Est-ce que tu veux qu'on prenne quelques questions perso ?
Ouais, bah écoute, il nous reste 20 minutes. Donc, les gars, posez-nous toutes les questions que vous voulez dans le chat, que ce soit sur les sujets d'aujourd'hui, des questions personnelles, des Attends, questions je suis obligé de conseils. répondre à un appel téléphonique. Je sais que c'est honteux, mais je vais lui dire que je suis en live. Ouais, vas-y, on s'en fout. Hey, bro. Yeah. I'm on a live stream right now. Ouais, classe, il parle américain. Yeah. No problem. Pardon. Parfait. Peut-être pour compléter, quand j'ai rattrapé un peu les lives que j'avais pas écoutés. De Radio Dixie ? Oui, bien sûr. Sympa. C'est hyper intéressant d'avoir ce point de vue qui est dissident. Je parle économiquement, l'économie, c'est aussi une de mes passions, ou l'histoire économique. Je sais que le Guy, tu fais beaucoup de références à des économistes. Mais lorsque vous évoquez sur les régimes des retraites ou la sécurité sociale un système autre, libéral par capitalisation, et pour un Français lambda, c'est inconcevable. Enfin, c'est même pas envisageable. Tu disais, Baptiste, que ça venait pas sur la table, mais enfin, on en est vraiment là. On ne connaît pas autre chose. Toi, d'un point de vue de gars qui s'est entre guillemets intéressé à l'économie et qui a même eu une formation forcément, parce que en fait, quand avant de devenir auditeur financier, etc., tu as fait des études qui vont dans ce sens et tu as eu une part d'économie dans tes études, etc. Tu as dû, j'imagine, étudier tous ces différents systèmes, tout ça. Exactement. Et en fait, toi, tu es très au fait, et puis en plus, tu te renseignes par toi-même, je le sais, sur ce genre de trucs. Je sais que tu lis beaucoup, justement, d'écrivains libéraux, etc. Toi, tu la remarques, cette fracture vraiment dans la pensée des gens ? Oui, carrément. Et même, je pense que l'apprentissage, comme tu dis, de tous ces économistes, mais même marxistes, hein, c'est très, très intéressant de lire les écrits de Marx sur le capital et les écrits économiques de Keynes, qui est une économie, une pensée de consommation qui est adoptée par la gauche aujourd'hui. D'avoir ce comparatif de système, ça apporte déjà d'autres horizons de pensée, sans forcément en mettre un au-dessus de l'autre. Mais oui, c'est ça, que le débat soit sur la table. Exactement. Encore une fois, à chaque fois, moi, je prône que le sujet arrive. Je dis pas qu'il faut absolument... Enfin, moi, c'est ce que je pense, mais je dis pas, oh là, ça fait chier, la France n'adopte pas un système extra-libéral. C'est même pas ça mon premier problème. Mon premier problème, c'est les Français ne savent même pas ce que libéral veut dire. Non, oui, c'est ça. si, mais en fait, Baptiste, oui, mais c'est que beaucoup considèrent que les classes politiques de droite comme de gauche sont toutes libérales. Et en fait, c'est vraiment ça le problème. Je ne suis pas là pour juger quelle politique est la mieux. Enfin, à la limite, on s'en fiche, c'est que c'est même pas concevable, en fait. C'est même pas imaginé, en fait, par la population. Alors que nombre de systèmes existent. Et dans la classe politique actuelle, on est tous sur un mode de pensée qui n'est pas libéral, loin de là. Pour une fois que c'est pas nous qui le disons. Magnifique, ça fait plaisir à entendre. Macron, l'ultra-libéral. Grave, quand on entend ça, c'est incroyable quand même. Ben oui. Ouais. Alors qu'il n'y a jamais eu autant d'impôts par rapport au PIB que sous Macron. On est le pays qui redistribue le plus. Il y a des taxes. Ça t'arrive, toi ça t'arrive, Alexis, d'avoir des discussions comme ça avec je sais que dans ton cercle perso, etc., tu as beaucoup de gens qui ne sont pas du tout formés, que ce soit idéologiquement ou économiquement, etc., qui sont vraiment le français lambda qui s'y intéresse comme et on ne peut pas demander aux gens d'être passionnés par l'économie, c'est loin de là, mais je veux dire simplement qui s'y intéressent par l'actualité, etc. Ça t'arrive de te rendre compte que la personne en face de toi, elle est absolument paumée et de recentrer un petit peu la discussion ou pas ? Bah, c'est pas recentrer, ça va paraître hautain, mais c'est la pédagogie, parce que évidemment, il y a un corpus de connaissances à avoir avant. Mais en fait, vu qu'on est baigné, on a grandi dans des prélèvements importants, hein, que ce soit bien ou pas, c'est que on pense que c'est l'unique système, et que dans les prélèvements, enfin dans on va dire une quantité élevée de prélèvements, le fait d'en baisser un tout petit peu ou d'en augmenter un petit peu, on pense que le référentiel est à ce niveau, mais alors que le référentiel est au niveau 0 à la base. On part d'un mauvais référentiel, d'une mauvaise base en fait. Et donc, toute politique qui tendrait à enlever une taxe d'habitation ou une petite taxe qui représenterait 1% de la taxation totale, on va qualifier la personne libérale. Ouais. C'est magnifique. Alors qu'un système Bernard Lugan sort de ce corps. Un système libéral anglais, sur les premières années, je ne dis pas qu'il est forcément viable, parce que les conditions étaient terribles. Dans les débuts d'Adam Smith, sur les débuts de la révolution industrielle, les fondateurs de l'économie, on avait un vrai système libéral où là, il n'y avait pas de cotisation, pas de redistribution. Évidemment qu'il y a des mesures qui sont bonnes à prendre, il y a des mesures qui sont évidemment, qui ont été néfastes et qui ont prouvé leur
leur caractère mauvais. Le problème, c'est qu'en France, on a un référentiel qui a totalement changé, muté, et il n'y a plus de réflexion, comme vous disiez finalement, qui est un peu l'objet du podcast, sur un autre horizon de modèle économique. Je parle uniquement économique. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et quand tu dis, c'est un petit peu l'objet du podcast, c'est vrai qu'on a créé à la base ce podcast pour ça. Ça a été vraiment la première motivation, hein, je pense que Guise, tu me rejoins, Ouais. pour nous de créer ça, c'est parce que le Guise et moi, tout le monde peut observer qu'on a des grosses dissensions sur plein de choses, mais on se rejoignait sur ce constat en fait, c'est même pas le problème que les gens soient pour ou soient contre, c'est le problème que les gens ne savent même pas que ça existe. Ils sont pas exposés à ces idées-là. Ouais, exactement. C'est exactement Que ce ça. soit à l'école, à l'université, partout. Petite information, l'impôt sur le revenu fut adopté le 15 juillet 1914. Avant, il n'y avait pas d'impôt sur le revenu. Mais tu sais, regarde ce que tu viens de dire là. C'est magnifique parce qu'en fait, c'est un très bon exemple. Parce qu'en fait, quand tu dis ça, les gens ont l'impression que oui, mais de toute façon, avant 1914, c'était le Moyen-Âge. C'est vraiment ça. Non, mais Oui, dans la carrément. pensée des gens, ce n'est pas que économique là. C'est que on vit aussi dans un monde qui est. Et là, tu vois, ça va rejoindre tes deux bagages de connaissances, Alexis. C'est que on vit dans un monde qui est. Enfin, on vit dans un pays et on a un peuple qui est chronocentré à un point monumental. Et en fait, pour eux, notre époque, et les meilleures conditions, tu vois, de confort que la France ait connues depuis toujours. C'est ce que les gens pensent. Donc quand tu dis ouais, l'impôt sur le revenu n'existe pas avant 1914, il y a vraiment une espèce d'image de la France d'avant ça. Déjà 1914 pour les gens qui est ouais mais attends, tu sais là on ramassait le blé à la faux et les gens mouraient à 40 ans. Mais je te jure que c'est vrai. Pour nous ça peut faire rire. Mais dans l'imaginaire collectif, c'est un peu ça. Donc tout ce qui s'est passé depuis ne peut être que des avancées, en fait. Personne à aucun moment se dit quelque chose qui a existé il y a 200 ans peut encore exister aujourd'hui, ou sous une nouvelle forme, etc., où il y a encore des choses à tirer du passé il y a 200 ans, 300 ans, 400 ans, 500 ans. Non, parce qu'à l'époque, c'était vraiment, on brûlait des sorcières. Mais c'est vrai, et c'est terrible quand tu vois cette fracture. Et tu vois, tout à l'heure, on parlait dans le programme la condition des femmes au 19e siècle, etc. C'est typiquement un sujet, la condition des femmes, pour 80%, bon, je dis un chiffre au hasard encore, mais pour la majorité des Françaises aujourd'hui, la condition des femmes avant les années 70, c'était vraiment l'esclavage sexuel et la charia, quoi. Non, mais limite, on a vraiment l'impression que c'est ça, tu vois. Il y a aucun recul historique sur notre propre peuple. Bah ouais. Alors, en plus, pendant que les hommes allaient à la guerre ou travaillaient dans les champs, les femmes s'occupaient de la maison. Elles n'étaient pas forcément plus malheureuses. C'est un petit exemple. Est-ce que je Non, veux mais dire il y a plein de choses, mais justement, c'était pas que ça non plus. C'était pas que des femmes qui non, restaient à la c'était pas, maison et non, tout. mais c'était C'est pas ça, que il n'y ça, a pas évidemment. Il y a plein de grandes femmes dans l'histoire de France. Il y a un point que j'aimerais apporter, c'est que je peux pas l'affirmer avec certitude, mais je pense que les gens étaient beaucoup plus libres et heureux sous la royauté, par exemple. Bah, en tout cas, oui, c'est en tout cas quelque chose qu'on pense. Après, il reste à le prouver, etc. C'est encore une fois, ça reste de l'ordre de la pensée et de la conviction. Alexis, tu veux rajouter quelque chose? Vas-y. Qu'est-ce que ça dit, Ouais, Alexis ? sur quelque chose, c'est dans l'étude que je fais, dans les questionnaires que je fais, dans les discussions que j'ai, évidemment, l'utilisation de l'anachronisme, et c'est exactement ce que vous dites, quoi. On juge le passé avec les yeux de maintenant, et surtout, il y a une méconnaissance du temps long, de la chronologie, et au-delà du système économique dans lequel on est, même le système politique, la République, c'est tout nouveau, et majoritairement, la France était une royauté, avec évidemment des grandes périodes de prospérité. Enfin, je caricature, évidemment, on parlait des zététiciens à l'époque, mais il y a eu des périodes de prospérité où le système féodal fonctionnait très bien, où il y avait un équilibre en tout cas. Le caractère heureux des paysans, forcément, c'est très relatif, mais il y avait un équilibre au niveau étatique. Et ça, les personnes ont tendance à l'oublier. Le Moyen-Âge, quel gros mot pour disqualifier une période, alors que le Moyen-Âge, on est dans une renaissance. Enfin, on est sur des évolutions techniques, diplomatiques, politiques, économiques qui sont Scientifique. Majeur. Exactement. Ouais, c'est vrai. Et puis, comme tu le dis, la République, c'est qu'une toute petite partie de l'histoire de France. Ouais, mais c'est difficile pour un Français de 2020 d'imaginer ça, que autre chose puisse exister que la République. C'est vraiment complètement, et même d'autres formes de République, entre guillemets, c'est complètement. Voilà. Ouais. Personne ne se rend compte du caractère extrêmement récent et court de ce qu'on est en train de vivre, en fait, tu vois.
Merci l'éducation nationale, merci l'éducation centralisée. Non, je rigole, mec. Qu'est-ce que je voulais? Est-ce qu'un dernier truc un dernier truc à rajouter, Alexis? Un dernier truc à rajouter, Alexis, avant qu'on prenne des questions du chat? Non, on peut enchaîner sur les questions. Bon, on va prendre les questions du chat, 5 minutes, et puis après, je pense qu'on va conclure parce qu'on a fait presque 2 heures de live, c'est passé vite, mais. Exactement, on va quand même répondre vu qu'on l'a annoncé. On va respecter le chat. Est-ce que tu peux déjà me donner les questions des abonnés? Parce que là, moi, je n'ai pas le chat Twitch Il y a une sous les question yeux, de. j'ai que le chat Ouais, Instacard. parfait. Il y a Lay de Haut qui nous dit quand rouvre ta boutique, Baptiste, et quand ressors-tu une vidéo? Ma boutique, pour le moment, c'est pas prévu qu'elle rouvre. Pour le moment, je travaille sur la marque Fleur au fusil, donc on est encore puisqu'on a repoussé la fin des précommandes pour pouvoir repousser la date de la fin du jeu concours. Donc vous avez encore, on est le 23, on a encore une semaine de jeu concours pour les gens qui veulent gagner un voyage au Texas. Et quand est-ce que je ressors une vidéo? Début juin, pour une grosse annonce, de gros changements, etc. Donc voilà, début juin pour la suite. Ça va être du lourd. Il y a Alazagat8 qui n'est pas abonné, mais qui nous dit le Guise, tu laisses les rediffs sur Twitch ou il faut attendre dimanche? En fait, je les laisse sur Twitch dès qu'on a fini le live, mais il faut être abonné pour y avoir accès. Sinon, tous les dimanches à 17h, on publie. Exactement, c'est ça. Bon, les gars, et vous pouvez aussi vous abonner. Je rappelle que vous pouvez vous abonner au TikTok de la chaîne. On publie beaucoup plus. Sur Instagram, on publie quelques réels. Le Guise publie des réels, j'en publie, etc. On les publie aussi en short sur YouTube, sur la chaîne YouTube de Le Guise. Mais tout est publié sur TikTok. La grande majorité des contenus est publié sur le TikTok de Radio Dixie, tout simplement. Ouais, tout à fait. Une question d'un autre abonné, le French Neck 64. Quels sont vos French Redneck. French Redneck, French Redneck. Merci, mec. C'est ma dyslexie. Quels sont vos derniers bouquins lus? Tu veux dire ton dernier bouquin? Moi, de mon côté, ça va vous paraître débile, mais je le lis souvent, ce bouquin. C'est Penser pour moi-même de Marc Aurèle. Je l'ai relu récemment. C'est mon livre de chevet. Alexis, son dernier bouquin, c'est Programme scolaire, édition Fernand Nathan de 1980. À l'enfer. Ah, très bien. Ah, c'est quoi le titre? C'est quoi le titre? Le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge et le début des temps modernes. Ça, c'est un programme de 47. Voilà. Non, mais. Ouais. Non, j'ai lu Un long dimanche de fiançailles récemment. Ah, bah écoute, ça va bien avec le style. Alors moi, j'ai fini, on en a parlé, j'ai fini il y a quelques semaines la Louisiane, l'histoire de la Louisiane par Bernard Lugan. On en a parlé il y a quelques semaines. Il est excellent, son bouquin sur le sujet. En ce moment, j'étudie l'histoire européenne aux États-Unis parce que comme on compte faire des sujets dessus et que voilà, j'ai envie d'en parler, du coup, je me documente au maximum. Je suis en train de lire un bouquin qui s'appelle French in Texas. J'ai oublié l'auteur. C'est un grand bouquin en anglais et là, je suis dessus et c'est un bouquin comme as sur que l'histoire des Français et que au Texas. Donc voilà, là je suis dessus. Parfait. Voilà. Alors, que pensez... Ouais, il y a Titouan Conil qui nous dit que pensez-vous de l'évolutionnisme enseigné au collège qui détourne les chrétiens du créationnisme, d'autant plus que la science d'aujourd'hui justifie le créationnisme? Non, ouais, là c'est un peu. Voilà, encore. Moi, typiquement, là, on est dans le biais idéologique. C'est pas le problème n'est pas de savoir Déjà, je pense pas que l'évolutionnisme détourne les chrétiens. D'accord. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le créationnisme tel qu'on entend le mot créationnisme, c'est quelque chose qui est très protestant, d'accord, qui est absolument pas enseigné par l'Église catholique. Donc, il faut avoir un recul scientifique sur le sujet, et c'est absolument pas. Alors là, il faudrait développer très longtemps, mais il n'y a pas de. Il n'y a aucune connaissance scientifique qui peut détourner les chrétiens de la foi chrétienne, etc. Surtout pas de l'Église catholique, qui au contraire elle encourage justement la science. Il faut savoir que la science et la science de la création de la vie, de l'apparition, pardon, voilà. La science de l'apparition de la vie, etc. Donc, que ce soit sur une thèse darwiniste ou autre, que ce soit sur le Big Bang et toutes ces choses, ce sont des explications du comment et pas des explications du pourquoi. D'accord ? C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez, libre à vous de vous intéresser à ces sujets, d'adhérer à une thèse sur le Big Bang. Il y a plusieurs thèses, mais même s'il y a des thèses qui sont plus majoritairement partagées par la communauté scientifique, sur l'évolution, sur l'apparition de la vie, etc. Libre à vous d'y adhérer et de vous instruire là-dessus. Ça vous donnera une explication
auquel vous adhérez ou non, du comment, mais pas du pourquoi. Il n'y a absolument aucune étude et aucune théorie scientifique sur pourquoi la vie existe. C'est simplement comment elle est apparue. Le comment, c'est voilà, comment c'est fait. Le pourquoi, c'est savoir si Dieu en a décidé, si Dieu existe, etc. Donc en fait, c'est absolument compatible. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et au contraire, je vous encourage à ne pas opposer ces théories. Ok. Une autre petite question intéressante, et on pourra finir là-dessus si tu veux. Juste avant ça, moi j'ai souvent entendu ça, que l'Occident c'était Jérusalem, Athènes et Rome, donc le christianisme, la rationalité et puis l'ingénierie romaine. Ça m'avait fait sourire quand je l'avais entendu. Et puis la question qui m'interpelle, et j'ai envie de te la poser aussi, Baptiste, pensez-vous finir votre vie à l'étranger si rien ne change? Étant expatrié, moi-même dans un pays européen, Portugal, avec ma copine, je me pose des questions. J'ai 25 ans, c'est une question de Hades Krieg. Ça, c'est un sujet que j'ai beaucoup traité dans mon livre. Moi, je l'ai toujours dit, je suis assez convaincu que les choses stagneront et pourriront en France si aucun conflit direct n'éclate. C'est-à-dire s'il n'y a pas de conflit armé, je ne pense pas que les choses je pense pas qu'il y ait de renaissance tu vois, un petit peu auto-immune, entre guillemets. Je ne pense pas qu'il y ait de défense auto-immune française et que d'un seul coup, il y ait une renaissance qui se fasse par un biais politique, par un biais démocratique, etc. Donc, si ce conflit armé n'arrive pas, oui, je pense finir ma vie là où je suis, je l'espère. Si conflit armé il y a, alors oui, j'en serai, j'espère, partie prenante. Ok. Toi, Alexis, est-ce que tu as déjà pensé à l'expatriation ou t'es enraciné en France? Non, jamais, je resterai toujours en France. Ouais, très bien. Lui, il s'expatrie de Paris, là, déjà. C'est déjà pas mal. Paris, exactement. Okay. Une question de Testa Rodu, peut-être que tu vas pouvoir lui répondre, Alexis, ou même Baptiste. Quel livre pour l'histoire du christianisme de la France? Tu veux répondre, Alexis? Non, vas-y, si t'en as. Alors, les livres sur l'histoire de France, il y a un auteur que j'encourage toujours à lire, mais évidemment, là, son nom m'échappe. Ah, putain de merde. Il a fait un énorme bouquin sur Napoléon. Tu vas m'aider, Alexis. Bainville Comment? Bainville Non, pas Bainville. Plus récent, plus romancé. On le critique souvent, justement, pour romancer ses histoires, mais je trouve que c'est une bonne façon d'attaquer l'histoire de France. Tu vois de qui je parle ou pas? Non, je vois pas. Ah, Max Gallo, pardon, excuse-moi. Ah, Il est Gallo. dans le chat. Je sais pas pourquoi j'ai pas tout de suite regardé le chat plutôt que regarder mon téléphone, mais oui. Voilà, moi j'encourage toujours à lire Max Gallo parce que il va pas être forcément, ça va pas être les livres les plus factuels au niveau pédagogique, etc. Ça va pas être des livres, mais si c'est pour démarrer, Max Gallo, c'est très intéressant parce que, comme je le dis, il y a toujours une notion de romance dans sa façon d'écrire. Et donc, en fait, c'est une bonne façon de se plonger dans l'histoire de France, d'être entraîné par ça et de trouver les sujets qui vous intéressent. Et après, libre à vous d'aller dans des ouvrages plus spécialisés et plus factuels sur les sujets qui vous auront intéressé. Il faut que ce soit divertissant pour commencer à lire ce genre de livre. C'est ce que je pense, mais bon. Ouais. Non, c'est bien. Ouais. Message pour Baptiste de Jules_THB. C'est en partie grâce à toi, Hugo, que j'ai commencé à m'éduquer religieusement et que j'ai trouvé la foi. Je suis sur le point de commencer mon catéchuménat. Merci. Félicitations à toi et tant mieux. Écoute, si ça peut aider, c'est vrai que c'est un message que je reçois très 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 souvent Génial. par des gens qui ont été emmenés vers dans le chemin de la foi un petit peu parce que voilà, encore c'est un petit peu comme j'ai envie de dire, c'est triste, mais c'est un petit peu comme l'économie et ce genre de sujet. C'est parce que c'est pas forcément des choses qui sont très présentées, tu vois, qui sont très exposées. Et en fait, les gens le découvrent un petit peu grâce à mes contenus, etc. Et puis ensuite vont eux-mêmes faire leur catéchumène ou ce genre de choses. Donc, c'est magnifique. Félicitations. En parlant de sujets pas trop représentés, il y a Ley de Haut qui nous dit quand tu retournes en France, Baptiste, faire des repas de seigneur ou vidéo avec la gauloiserie. Donc, on devrait faire une petite vidéo avec la gauloiserie, un petit live. Oui, il devrait être intervenant du Radio Dixie bientôt pour parler des armes, etc. Parce que lui, c'est vraiment un nerd des armes à feu pour parler de la législation des armes en France, etc. Pour le moment, je n'ai pas du tout de date prévue de retour en France et je ne pense pas que ce soit proche. Ce ne sera pas cette année, j'en suis quasiment sûr. Et peut-être que l'année prochaine, je ferai un petit passage rapide en vacances, mais je ne suis même pas sûr. Okay.
Très bien. Là, il y a une question de Sbenga26. Le Guise, toi qui vis au Canada, que penses-tu de l'indépendantisme québécois? Alors moi, je pense sincèrement que le Québec, c'est vraiment un peuple à part entière qui se différencie sur plein de points par rapport au reste du Canada. Donc, si un jour une majorité de Québécois veulent être indépendants, très bien. Pour avoir fait un entretien récent avec Alexandre Cormier-Denis sur Nomos TV, ça fait plusieurs fois que j'en discutais avec lui. Il faut comprendre que c'est un petit peu comme l'Irlande. L'indépendantisme québécois est très ancré à gauche. Il faut bien comprendre ça, que la notion de nationalisme et de patriotisme au Québec est très ancrée à gauche. C'est pour ça que Nomos représente un petit peu la dissidence, c'est-à-dire dans le patriotisme de droite, qui est vraiment quelque chose d'absolument pas courant au Québec, parce que historiquement, ça a été l'opposition à l'impérialisme anglais, etc. Donc c'est un petit peu différent de ce qu'on peut imaginer, nous, d'un point de vue franco-français. Ouais, tout à fait. Et en plus, le truc, c'est que les gens de droite sont plutôt vers le fédéralisme pour le Canada parce que d'un point de vue économique. Parce que les Canadiens sont beaucoup plus libéraux d'un point de vue économique que les Québécois qui ont des tendances socialistes. Ils ne sont pas français d'origine pour rien. Bon, bah écoute, je pense que ça va être bon. Hein. Là, ça fait 2 heures qu'on est on est en live. Bah, écoutez, génial. Un grand merci, Alexis. C'était ultra intéressant, sincèrement. Merci à vous. Comme disait Baptiste, vous faites un beau travail. Peu importe si on est d'accord, pas d'accord, ça ouvre au moins des perspectives. Et ça, c'est quelque chose de très important. Je voyais quelqu'un dans le chat qui demandait comment s'intéresser à la lecture. Essayez de lire des choses qui vous plaisent. Intéressez-vous à plein de choses, notamment l'histoire, la philosophie. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. La culture, la lecture, s'intéresser à des domaines et ouvrir son horizon de pensée, je pense que c'est très important. Parfait. Très Merci, on conclura là-dessus. Merci beaucoup, Alexis. Merci de ta présence. Merci, Le Guise. Merci à tous ceux qui ont été présents ce soir, aux gens du chat. Merci à tous ceux qui se sont abonnés pour soutenir directement cette émission et à tous ceux qui regarderont la rediffusion sur YouTube. Merci. À plus, les gars. Ciao. À plus. Ciao. Merci.